Couture à Guidère. Des danses patrimoniales Guidard et des patrimoine immatériel Guidard avec au programme conférence. Le président camerounais Paul Biya annonce l'adoption des mesures concrètes pour relever les économies de la CEMAC et assurer la stabilité des finances publiques des pays membres de l'espace communautaire. Sans plus de détails, le président Biya veut ainsi rassurer car l'endettement des États de la sous-région inquiète et une dévaluation de la monnaie commune aux six États membres, à savoir le franc CFA, est plus que proche. Au Congo, par exemple, la dette atteint 100% du produit intérieur brut. En d'autres termes, il faudrait une année de travail sans aucun salaire à tous les Congolais et à tous ceux qui travaillent pour rembourser la dette du pays. Le Gabon aussi connaît un endettement rapide qui augmente les importations et le coût de la vie. Seule puissance économique de la sous-région, le Cameroun, qui notamment bénéficie des transferts de fonds de sa diaspora mondialement réputée, permet encore à la sous-région de tenir. Mais pour combien de temps encore? Au sortir des assises de Yaoundé, les chefs d'État ont prescrit la diversification, notamment à travers l'agriculture. La CEMAC peut-elle éviter une dévaluation après le sommet de Yaoundé? Mesdames, Messieurs, voilà la question qui guidera cette édition de Face à l'actualité. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Heureux de vous retrouver sur les antennes de la télévision panafricaine sur Afrique Média. Je le disais à l'entame de cette édition de Face à l'actualité, nous parlons de la CEMAC. La CEMAC peut-elle éviter une dévaluation après le sommet de ce 16 décembre à Yaoundé? Le président camerounais Paul Biya a notamment annoncé l'adoption de mesures concrètes pour relever les économies de cette sous-région de l'Afrique centrale et assurer la stabilité des finances publiques des pays membres de cet espace communautaire. Pour parler justement de ce sujet, ce soir, nous recevons sur ce plateau et notamment en multiplex des experts de haut vol tels que vous en avez l'habitude d'avoir sur les plateaux d'Afrique Média, notamment Alphonse Ndongo. Alphonse Ndongo, vous êtes journaliste économique et financier congolais. Bonsoir et bienvenue. Jean-Hugues, merci pour le plaisir que vous me faites d'être des vôtres ce soir. Merci. J'espère qu'on pourra bien trouver la réponse à la question que vous venez de poser. Voilà, merci également à vous pour votre présence. Bonsoir également à Clément Mirassa. Clément Mirassa, vous êtes homme politique congolais et vous êtes ancien ministre. Bonsoir, monsieur le ministre, bienvenue. Bonsoir, Jean-Hugues. C'est un plaisir que je puisse prendre part à cette émission d'Afrique Média. Voilà, à vos côtés, cher monsieur, nous avons également le docteur Achille Eke. Achille Eke, vous êtes économiste, vous êtes, il faut le dire, vous êtes banquier, expert en haute finance, vous êtes également PDG de la banque d'investissement The Washington Valuation Group basée à Washington aux États-Unis. Docteur Achille Eke, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur le plateau d'Afrique Média. Oui, bonsoir monsieur Ngodo, bonsoir à tous mes copanélistes, M. Alphonse Ndongo, M. Mirassa, depuis le Congo. Écoutez, c'est un plaisir d'être de vôtres ce soir. Je pense que le sujet en vaut la peine. L'Afrique centrale est dans une situation très difficile et je pense que le sommet nous donne l'opportunité de nous pencher sur qu'est-ce qui ne va pas dans cette zone. Merci pour l'invitation. Voilà, nous allons également recevoir, nous espérons en tout cas qu'il nous rejoigne en cours d'émission, François Binet, il est journaliste gabonais. Je vais naturellement ouvrir cette édition de Face à l'actualité avec vous, Achille Eke. Vous évoquez justement, vous parlez justement de découvrir ensemble ce qui ne va pas. Et entre autres, l'on évoque cette question des importations et aujourd'hui on se pose la question, Achille Eke, pourquoi les pays de la CEMAC sont-ils d'éternels importateurs de produits des quatre coins du monde? Écoutez, les pays de la CEMAC sont des importateurs chroniques, même d'ailleurs, n'est-ce pas, de produits qui viennent, n'est-ce pas, d'un peu partout dans le monde.
Et ceci peut s'expliquer par plusieurs facteurs structurels, n'est-ce pas, économiques et même institutionnels. Alors, on va dire qu'il y a d'abord une faible diversification économique, n'est-ce pas, dans cette sous-région, et beaucoup de dépendance également aux matières premières. Vous voyez, c'est un gros problème. Ces économies de la CEMAC, n'est-ce pas, sont principalement tournées vers l'exportation des produits primaires, n'est-ce pas, notamment on parle du pétrole, on parle du bois, le cacao, le café, des choses comme ça. Alors, un pays comme le Gabon, n'est-ce pas, ou la Guinée équatoriale, et même le Congo, n'est-ce pas, les exportations de pétrole et de bois, n'est-ce pas, sont estimées à environ 80%, n'est-ce pas, de toutes leurs exportations totales. N'est-ce pas, c'est une concentration, n'est-ce pas, sur des ressources naturelles qui n'est pas appropriée pour des pays qui souhaitent, n'est-ce pas, avoir plus de revenus, plus de recettes et donc diversifier leurs économies, ce qui serait, n'est-ce pas, ce qui est l'une des recommandations de ce sommet par ailleurs. Alors donc c'est une très faible diversification et une dépendance accrue, n'est-ce pas, aux matières premières. Il faut également parler d'une faible industrialisation dans cette région-là. C'est-à-dire que les pays de la CEMAC manquent, n'est-ce pas, d'une base industrielle assez solide, n'est-ce pas, pour transformer leurs ressources locales en produits finis. Et bien que certains pays commencent à prendre des mesures dans ce sens, on observe déjà que plusieurs pays commencent à mandater que les produits soient transformés sur le plan local avant d'être vendus. Mais il n'en demeure pas moins qu'on n'est pas encore à ce stade-là, et donc on continue à dépendre énormément, n'est-ce pas, de ces matières premières-là. Il y a la dépendance aux importations alimentaires, n'est-ce pas, qui est également un autre problème. C'est-à-dire que nous consommons massivement des produits importés, notamment le riz, la viande, le poisson. N'est-ce pas? Si on regarde les statistiques, on voit qu'en 2018, les importations alimentaires ont coûté environ 2780 milliards de francs CFA dans la sous-région CEMAC. 2780 milliards de francs CFA d'importation de riz, de viande et de poisson. C'est astronomique, ça. Vous voyez qu'on ne fait pas grand-chose en termes d'exportation nous-mêmes. Donc, c'est un gros problème. Et puis, il y a beaucoup d'obstacles au commerce également entre les pays de la CEMAC. C'est la zone la plus difficile à naviguer dans toute l'Afrique. Vous ne pouvez pas partir du Cameroun au Congo, au Gabon ou en Guinée équatoriale très facilement. Il y a des conflits entre eux, il y a des gens qui sont refoulés régulièrement. Bref, le commerce ne marche pas dans la CEMAC, c'est une catastrophe, c'est terrible. Donc honnêtement, il y a trop de problèmes dans cette zone et il faut véritablement se pencher sur cette situation qui crée un environnement très, très difficile sur le plan économique pour tous les partenaires, n'est-ce pas, de la CEMAC. Et donc, les résultats qu'on obtient aujourd'hui ne sont pas surprenants parce qu'on ne peut pas être dans une situation où on ne fait rien pour améliorer la situation en termes de commerce. Il y a même les problèmes de gouvernance, il y a des stratégies qui sont insuffisantes par rapport au programme d'impôt substitution que plusieurs pays ont mis en place. Et il y a énormément de problèmes comme ça qu'il faut résoudre. Et donc, ils font qu'effectivement, les pays de la CEMAC sont obligés d'importer et d'importer de tout, sans compter les APE qui ont été signés par le Cameroun. Les APE qui ont été signés par le Cameroun et qui tuent donc effectivement l'industrie locale. Les embryons d'industrie qui peuvent se mettre en place sont décimés par les produits qui viennent de cet accord de l'APE et qui se répandent dans toute la zone de la CEMAC également. Vous voyez que c'est vraiment un manque de coordination et donc les politiques sont vraiment très mal faites et donc il y a tellement de choses à faire. Je pense que le rapport qui a été soumis, le rapport de cette réunion nous montre également que les chefs d'État ont pris conscience de la situation et j'espère qu'ils vont maintenant mettre en œuvre, n'est-ce pas, les décisions qu'ils ont prises eux-mêmes, n'est-ce pas, pour résorber cette situation, parce que depuis 2016, où ils se sont réunis et ils ont pris des décisions, 60% simplement de ces décisions ont été appliquées, alors que ce sont des décisions qui sont importantes dans la région. Donc, moi, je pense que voilà quelques raisons pour lesquelles la CEMAC est devenue, n'est-ce pas, l'importateur, la région la plus importatrice n'est-ce pas, du monde, pratiquement. Voilà, merci.
D'accord. Alors, je vais me retourner vers vous, Alphonse Ndongo, vous qui êtes journaliste économique et financier. On se demande quand même, on parle de ces importations, on se rend compte, on sait tous que les pays de cette zone-là, de cette zone dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la CEMAC, sont de gros importateurs de céréales. Et on se demande pourquoi dépenser des milliers de milliards par an pour importer des céréales alors que ces mêmes céréales peuvent être produites localement. Alphonse Ndongo, est-ce que vous êtes là? Oh, je pense qu'il est parti. Hein. Alphonse Ndongo, vous me recevez? La technique qui nous signale des soucis de liaison avec Alphonse Ndongo. Je vais donc me retourner vers vous, monsieur le ministre Clément Mirassa, avec justement cette même question. Vous qui, entre autres, avez été ministre de l'économie, comment expliquez-vous que l'on dépense des milliers de milliards par an pour importer des céréales qui, entre autres, peuvent être produites de manière locale? Merci bien pour votre question. Mais je vais commencer par jeter un pavé dans la mare. Vous m'excusez. Je vais intervenir d'abord au plan politique. Au plan politique, il faut relever que ce qui caractérise les 6 pays de la CEMAC, il y a 2 indicateurs extrêmement importants dont on ne tient généralement pas compte. Lorsqu'on regarde, par exemple, l'indice de perception de la corruption, les 6 pays de la CEMAC sont classés parmi les pays les plus corrompus du monde. Et je crois qu'au plan de la gouvernance, c'est un élément suffisamment important. Et lorsqu'il y a ce genre de rencontre, on a le sentiment qu'on tourne en rond, mais on n'aborde pas franchement ce genre de problème qui intéresse le citoyen de la zone CEMAC et qui devrait aller et permettre d'avancer. Mais dans l'autre aspect que je vais évoquer également, comme je vous ai dit que je jette un pavé dans la mare, la plupart des pays de la CEMAC sont considérés, lorsqu'on se base sur l'indice de la démocratie, comme des pays à régime autoritaire. Et quand vous voyez bien que ce qui caractérise la CEMAC, surtout au plan de la zone africaine, c'est les dirigeants qui mettent le plus longtemps le temps à la tête de leur pays, mais qui malheureusement, du point de vue des résultats, n'ont pas agi pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Et c'est dommage, mais c'est un problème qui doit amener à une réflexion. Malheureusement, le Fonds monétaire, la Banque mondiale n'aiment pas s'ingérer dans ce genre de questions, mais les citoyens de la zone CEMAC doivent s'intéresser sérieusement, très sérieusement à cette question. Maintenant, par rapport à la question que vous vous posez, moi je dirais tout simplement, en me basant sur le cas que je connais bien au niveau du Congo, il s'agit de l'échec de la politique qui a été mise en œuvre. Je prends 2 références. Nous avons élaboré, il y a près de 40 ans, ce qu'on appelait le plan quinquennal 1982-1986, qui avait justement pour principal objectif d'amener le Congo vers la diversification économique et qui avait pour objectif la mise en place d'un puissant secteur hors pétrole. 40 ans après, on n'y est pas arrivé. 40 ans après, on n'y est pas arrivé. Et il y a une autorité, un gouvernant qui, il n'y a pas longtemps, a donné l'information comme quoi le Congo a importé pratiquement pour près de 800 milliards de francs. Donc quand je vois mon collègue qui m'a précédé, qui parle pour la sous-région des importations de l'ordre de 2780 milliards, quand vous prenez 800 milliards, vous voyez bien que le Congo est un grand consommateur. Maintenant, du point de vue de l'orientation, je pense que ce qu'il faut signaler, je crois que ça a été régulièrement relevé, mais on peut s'efforcer pour que le Tchad soit le grand fournisseur de la viande dans les pays de la CEMAC. On peut s'organiser pour que le commerce intracommunautaire de la CEMAC puisse être bien organisé au lieu que ces devises soient généralement exportées, envoyées à l'extérieur, soit au Brésil, soit dans d'autres pays, alors qu'on devrait faire l'effort. Donc, en termes de diversification économique, c'est un grand défi. Et moi, j'avoue qu'au niveau du Congo, on tourne en rond, on a du mal à avancer. J'ose espérer que les dernières recommandations qui ont été données vont nous permettre d'avancer, mais pour l'instant, le constat est négatif et c'est celui que je fais. Voilà un peu pour apporter la réponse à la question que vous m'avez posée.
Docteur Achileke, le ministre Clément Mirassa évoque justement cette question de l'importation de la viande lorsqu'il évoque justement le Tchad. On parlait à l'instant des céréales qui sont importées de manière massive alors qu'elles peuvent être produites localement. On parle également de la question de la viande, Achileke. Pourquoi on se retrouve dans des situations telles que le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale importent de la viande de bœuf du Brésil alors que le Tchad compte un cheptel de plus de 200 millions de têtes d'animaux. Ce qui devrait clairement contribuer à renforcer même l'économie de cette sous-région. C'est ça, c'est parce que justement, nous ne sommes pas organisés dans une zone. Nous produisons les mêmes produits et nous vendons les mêmes produits aux mêmes acheteurs. C'est nul. Et on peut pas aider les États à se développer comme ça. Le Tchad n'est-ce pas, produit 200 millions de têtes, n'est-ce pas, d'animaux par an. Pourquoi ne pas travailler avec ce pays pour qu'il livre, n'est-ce pas, sa viande dans toute la sous-région, au lieu d'aller encore importer la même viande de je ne sais pas trop où, de mauvaise qualité, avec tous les produits chimiques et tout ça qu'on connaît. Alors, donc, vraiment, c'est pour dire qu'effectivement, il y a plusieurs contraintes structurelles, économiques et logistiques qui peuvent n'est-ce pas, expliquer cette situation, n'est-ce pas, de non-intégration réelle ou efficace, n'est-ce pas, de ces États, notamment en ce qui concerne les ressources, n'est-ce pas, dont ils ont besoin. Premièrement, il y a, comme on a dit, la faiblesse, n'est-ce pas, la faiblesse des infrastructures sur le plan logistique, n'est-ce pas, dans la région. C'est-à-dire que les pays qui produisent, comme le Tchad, c'est une denrée spécifique, manque d'infrastructures modernes pour déjà transformer, n'est-ce pas, sa viande, n'est-ce pas, et même transporter cette viande à travers la sous-région. Bon, alors, mais on peut toujours trouver des solutions alternatives, évidemment. Mais évidemment, quand il n'y a pas de volonté, rien ne peut se faire. Alors, il y a des abattoirs qui sont souvent vétustes dans ces pays ou qui sont insuffisants, et notamment la situation des chambres froides également, dont on a parlé parfois, pour la conservation de la viande, qui sont assez rares et parfois même inadaptées, ce qui peut donc entraîner, n'est-ce pas, une mauvaise qualité du produit à l'arrivée sur les marchés destinataires. Donc, si même le Tchad voulait le faire, eh bien, ses capacités de conservation de sa viande sont tellement mauvaises qu'effectivement, pour qu'une viande parte de N'Djamena pour arriver à Brazzaville ou n'est-ce pas, à Libreville, eh bien, c'est possible qu'avant d'y arriver, que ce soit déjà avarié. Bon, bref. En tout cas, il y a ces problèmes d'infrastructure qui se posent. Il y a les routes également dont on parle qui sont un problème en termes d'infrastructure, n'est-ce pas, entre les pays, n'est-ce pas, de la sous-région qui sont souvent en très mauvais état. N'est-ce pas, les routes au Cameroun, par où la plupart des produits du Tchad peuvent passer, sont assez difficiles. Aujourd'hui, il faut un travail, n'est-ce pas, exorbitant pour pouvoir effectivement déjà arranger les routes qui existent et puis créer d'autres, n'est-ce pas, qui puissent permettre à ce que n'est-ce pas, ce transport puisse se faire. Et ça, ce n'est que le Cameroun. Maintenant, le Cameroun, le Gabon, et le Congo, etc. Bref, il faut que les structures de transport, les voies, les voitures, etc., soient mises en place. Et il y a une insuffisance également des contrôles sanitaires, n'est-ce pas, qui sont également un frein assez, n'est-ce pas, à cette façon de travailler là, n'est-ce pas, du moins, la façon optimale dont on espère pour pouvoir travailler à l'avenir. Donc, il faut effectivement qu'il y ait des contrôles sanitaires qui soient sérieux, qui soient, n'est-ce pas, bien établis pour qu'on puisse savoir à travers les labels, à travers un certain nombre n'est-ce pas, de normes dans le secteur, c'est pas vérifier qu'effectivement cette viande provient de telle région, cet animal a été tué tel jour, et puis voilà. Donc bref, un certain nombre d'informations qui puissent permettre aux consommateurs d'être certains de ce que la qualité du produit qu'ils mangent, n'est-ce pas, est de bonne qualité. Alors, il y a les coûts également, les coûts qui sont élevés en termes de commerce, comme on a dit tantôt, c'est-à-dire qu'effectivement, transporter un peu, n'est-ce pas, de la viande du Tchad pour la RCA, etc.,
bon, il y a des coûts qui sont un petit peu exorbitants dans la zone. Tout ceci, il faut revoir parce que pour fluidifier le transport, il y a un certain nombre de choses qu'il faut revoir en termes n'est-ce pas, de commerce dans la région. Parce que vraiment, si ça doit fonctionner, il faut enlever beaucoup de barrières douanières, il faut enlever un certain nombre de taxes, etc., qui créent des difficultés pour ceux qui peuvent faire ce commerce, n'est-ce pas, de pouvoir le faire de façon aisée. Donc, bref, on peut résumer tout ça en termes d'absence de coordination régionale, n'est-ce pas? Et donc, ce qui fait qu'effectivement, la plupart des pays préfèrent des importations internationales parce qu'effectivement, la viande qui arrive est moins chère et puis les gens aiment bien être, n'est-ce pas, montrer qu'ils mangent qualité, ils mangent un produit qui vient d'Europe, etc. Bref, il y a un certain snobisme qui caractérise également les gens, certaines personnalités de la région, certaines personnes de la région, notamment certains leaders de notre sous-région, qui préfèrent donc manger des produits importés parce que pour des raisons X ou Y, et certains qui bénéficient n'est-ce pas, des avantages liés à cette importation-là. Alors donc, il y a tout un ensemble de situations qui font que véritablement le gars qui vend la viande, le Tchad qui produit suffisamment de viande n'arrive pas à écouler son produit sur toute la zone CEMAC. Donc véritablement, si les chefs d'État décident de tacler ces sujets-là, effectivement, ça pourra apporter des solutions efficaces pour tout le monde. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à votre question. On se rend compte en tout cas que ce manque d'organisation régionale est en train justement de coûter cher à cette sous-région, puisqu'aujourd'hui l'on parle, on le disait, en termes de dévaluation, et ce ne serait d'ailleurs pas la première dévaluation à Chileke. Oui, il y a une des premières dévaluations qui a eu lieu. Je pense que c'était en 2011, si je ne me trompe, je ne sais plus la date exactement. Donc c'était une dévaluation de 50%. Mais aujourd'hui, on se trouve dans une situation où c'est probable. Si les critères dont les chefs d'État se sont penchés dessus, n'est-ce pas, pendant le sommet ne sont pas revus à la hausse, notamment, n'est-ce pas, les réserves qui sont liées au niveau d'importation dans la sous-région, qui était de 4% environ, n'est-ce pas, en 2023, et qui commence à s'amenuiser. On parle d'environ 2%, 2,3%, n'est-ce pas, des réserves d'importation, en termes de n'est-ce pas. Donc, il faut savoir que, effectivement, ces problèmes de réserve sont des problèmes qui sont liés sur le plan structurel, même au franc CFA, qui est une monnaie qui est liée, liée à, n'est-ce pas, à l'euro, et qui a un taux de parité fixe. Et donc également, il est stipulé qu'effectivement, les entreprises qui font n'est-ce pas, des affaires avec les pays de la zone CFA ont le droit de rapatrier entièrement leurs revenus, n'est-ce pas? Et donc, ceci favorise donc l'exode des devises. Et donc, c'est un élément sur lequel les présidents se sont attablés pendant leur sommet pour exiger qu'effectivement le FMI, la Banque mondiale et les autres pays puissent les aider à pouvoir faire rapatrier ces devises-là dans la sous-région Afrique centrale, parce qu'effectivement, il y a un problème sérieux de devises qui partent, et les raisons pour lesquelles ces entreprises, notamment les entreprises qui font dans le pétrole, n'est-ce pas, les raisons pour lesquelles ces entreprises-là gardent leur argent à l'étranger, c'est justement parce qu'effectivement les taux d'intérêt qu'ils reçoivent dans les banques étrangères sont bien plus intéressants que les taux d'intérêt dans la sous-région CEMAC. Donc, vous voyez, donc ça c'est l'argument qu'ils mettent en avant, et donc ce qui fait qu'effectivement ils préfèrent garder leur argent à l'étranger au lieu de ramener ces devises en région d'Afrique centrale. Et donc, c'est un problème. Et donc, les présidents, les chefs d'État demandent que les structures multilatérales comme le FMI, la Banque mondiale, puissent les aider, n'est-ce pas, soit en encourageant, n'est-ce pas, en donnant des incentives, comme on dit en anglais, des incentives pour ces entreprises-là à rapatrier leurs fonds dans la zone Afrique centrale, soit alors en les sanctionnant d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas, pour les obliger à rapatrier ces fonds-là, parce qu'effectivement, c'est un gros problème. La fuite des capitaux dans la région est un très gros problème. Voilà. La technique nous signale le retour d'Alphonse Ndongo. Alphonse Ndongo, je me tourne à présent vers vous. Nous parlons justement de cette question d'importation qui
qui de toute évidence est un gros problème pour les États de la sous-région. Alors, Alphonse Dongo, à quoi servent finalement toutes les importations de luxe consommées dans la CEMAC quand les pays même ne produisent que quelques matières premières à l'économie mondiale? La technique qui nous signale encore des soucis de liaison avec Alphonse Dongo. En tout cas, nous espérons qu'il va nous rejoindre et que de son côté, la liaison va pouvoir être stable pour que nous puissions également bénéficier de ces analyses dans le cadre de cette production de face à l'actualité. Je reviens vers vous, monsieur le ministre Clément Mirassa. À quoi servent finalement toutes les importations de luxe consommées dans la CEMAC, quand on sait que les pays, eux, ne produisent que quelques matières premières à l'économie mondiale? D'ailleurs, on ne le dit que trop souvent, le sous-sol de ces États est largement sous-exploité, et il y a quand même de grosses importations de luxe qui sont des grosses importations de luxe qui viennent vers cette sous-région. On se demande à quoi ça sert. Pourquoi est-ce que cela se passe ainsi? Merci bien pour la question. Je crois qu'il y a un problème de culture et de mentalité. Et il faut que nous agissions pour que ça change radicalement. Tout à l'heure, j'ai suivi mon collègue parler de ce qui est des réserves d'échange qui sont en train de baisser de façon drastique. On a parlé des importations. Mais je pense que nous sommes dans une sous-région dans laquelle l'intégration n'a pas véritablement pris corps. Et je crois que la CEMAC, en tant que commission, je ne parle pas des chefs d'État, je parle de la commission, devrait jouer un rôle beaucoup plus important dans la coordination, notamment en ce qui concerne, par exemple, les possibilités qui peuvent être offertes à travers les pays, par exemple la viande qui peut être offerte par le Tchad, le Cameroun qui peut également offrir. Il faut qu'il y ait une coordination qui nous permette, dans les différents pays, de savoir exactement ce qu'on peut obtenir, etc. Au niveau africain, il y a des démarches qui sont menées. Et je pense que le Congo ou les autres pays de la CEMAC vont s'y mettre pour que nous essayons de sauver l'essentiel. Maintenant, en ce qui concerne le rapatriement des devises, moi, je suis très préoccupé parce que ce n'est pas la première fois que ce problème se pose. Et au lieu de dire qu'il faut que la Banque mondiale nous aide, etc., il faut que la communauté, la CEMAC, réfléchisse sur les goulots d'étranglement qui ne permettent pas qu'on réalise effectivement ce rapatriement des avoirs qui sont extrêmement importants. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des membres de notre sous-région qui possèdent beaucoup d'avoirs en devises à l'extérieur. Ça veut dire qu'ils contribuent au développement des autres pays au lieu de contribuer au développement des pays de la sous-région. Donc ce sont des problèmes, à mon avis, que la Commission devrait regarder sérieusement pour aider les chefs d'État à ce que les décisions soient bien prises. Ce n'est pas la première fois. En 2016, lorsqu'il y a eu le sommet de Yaoundé, on a toujours évoqué ce problème de rapatriement des devises. 7 ans après, on se retrouve pour l'évoquer. Ça pose un certain nombre de problèmes. Et il faut que cela soit regardé effectivement de très près pour que nous avancions. Maintenant, il faut reconnaître que si nous ne changeons pas de gouvernance, parce que le problème de France est celui-là, si nous ne changeons pas notre mode de gouvernance, évidemment, le chemin est tracé pour que nous allions à une dévaluation. Il faut changer de gouvernance, il faut changer de culture, il faut changer de mentalité, il faut aller amener les citoyens de la sous-région à accorder beaucoup plus d'importance aux produits qui sont produits dans la sous-région, au lieu de favoriser les dépenses de luxe, les champagnes, etc. Je crois qu'on devrait pouvoir éviter et avancer sur un certain nombre de choses. Voilà ce que je peux dire à ce niveau des débats. Tant que la question du rapatriement des devises vous préoccupe au premier chef, je crois que c'est ce que vous avez dit. Alors, on se rend tout de même compte que cette réglementation d'échange, notamment le rapatriement des devises, comme vous l'évoquez par les opérateurs économiques, n'est pas, ou alors peine à être réellement appliquée sur le terrain. Quels sont, selon vous, les freins à ce que cela soit fait? Mais si c'est mal appliqué, il faut sanctionner. Moi, je prends le cas de mon pays, le Congo, où la sanction n'existe pas. Et lorsque vous ne sanctionnez pas, s'il y a une réglementation, il faut que la réglementation soit strictement respectée.
Si elle n'est pas respectée, on ne peut pas être d'accord. Maintenant, si la réglementation ne permet pas que ces problèmes puissent être réglés, mais il faut que nous revoyions cette réglementation de fond en comble pour que nous sauvegardons les intérêts des pays de notre sous-région. Et nous n'avons aucun intérêt non seulement à avoir des matières premières qui peuvent être acquises à des prix qui ne sont pas convenables pour nous, et ensuite que les résultats de cet argent, de ce travail, puissent être logés dans d'autres banques et favoriser le développement des autres. Il faut, à mon avis, que ce problème de règlement d'échange puisse être regardé sérieusement et qu'on regarde comment on va sauvegarder les intérêts de tous les pays de la sous-région. Et si ça devait être revu fondamentalement, je crois qu'il ne faut pas hésiter à revoir cela fondamentalement. D'accord, je reviens vers vous, docteur Achille Eke. Je reviens souvent sur cette question des importations de luxe, peut-être avec sous une autre orientation, j'allais dire. Est-ce qu'on peut dire que les habitants de la CEMAC, parce que lorsqu'on regarde ces importations de luxe, le volume est quand même énorme. Est-ce qu'on peut dire que les habitants de la CEMAC vivent au-dessus de leurs moyens, Achille Eke? Non, c'est pas évident. On peut pas dire ça. Vous savez que il y a une certaine classe sociale qui bénéficie énormément n'est-ce pas, du franc CFA, et qui tire beaucoup d'avantages personnels, individuels, n'est-ce pas, par rapport à cette monnaie. Et donc, ne veut pas que cette monnaie disparaisse, qui est un gros problème pour la sous-région, parce qu'effectivement, il mène un train de vie princier. On a l'impression que ces gens, ils ne sont pas dans le même pays. Les champagnes partout, il y a des gens qui vous narguent même régulièrement, n'est-ce pas, avec des belles voitures, sur les mauvaises routes, n'est-ce pas, et de l'alcool, de tout genre de champagne qui coule en flot, etc. Et ça donne l'impression que, n'est-ce pas, les gens vivent très bien. C'est faux. N'est-ce pas? La réalité, c'est que dans nos États, dans la CEMAC, il y a des faibles revenus et la pauvreté généralisée. Vous voyez, une grande partie de la population de la CEMAC vit dans des conditions très précaires. Alors, si on regarde un peu les données, on voit qu'en 2023, environ 31% de la population dans cette région-là vivait avec moins de 2,15 $ par jour. Et vous voyez que c'est vraiment une catastrophe. La pauvreté est rampante, la paupérisation s'accroît avec toute cette misère qui est rampante. On peut pas regarder un certain petit groupe qui festoie tous les jours, qui démontre qu'ils savent bien gaspiller l'argent du contribuable, sans compter les détournements, etc. Bref, honnêtement, c'est faux. C'est une mauvaise perception que les habitants de la zone CEMAC vivent au-dessus de leurs moyens. Il y a une très petite minorité qui profite des avantages du franc CFA et donc mène une vie de prince. N'est-ce pas? Il y a la consommation ostentatoire par une minorité. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut dire. N'est-ce pas? Une minorité aisée. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de dépendance aux importations ainsi que la mauvaise gestion économique. N'est-ce pas? Qui favorise cette paupérisation à outrance dans nos pays. 81%, n'est-ce pas, de la population dans cette zone vit avec moins de $6, moins de $7 par jour. Vous voyez que ça montre effectivement que la majorité des habitants n'a pas les moyens d'accéder à un niveau de vie élevé. Donc véritablement, c'est vraiment la paupérisation à outrance sur près de 98% de la population. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas généraliser et dire que ces gens vivent au-dessus de leurs moyens. Il y a une gouvernance qui est absolument inefficace et n'est-ce pas, et donc qui favorise la corruption, les détournements publics, etc., qui font que véritablement tout le peuple, on a l'impression, moi je suis au Cameroun récemment, j'ai l'impression que c'est la corruption. La corruption est devenue la chose la mieux partagée là-bas. Vous ne pouvez pas être normal. Si vous êtes normal, vous aurez des problèmes. Il y a des policiers qui vous arrêtent en route et qui vous disent que, écoutez, vous avez votre petit phare qui ne s'est pas allumé tout à l'heure là. Ah bon, ça s'est allumé maintenant, oui, mais quand j'ai vu, c'était pas allumé. Donnez-moi quelque chose, sinon vous ne partez pas. Il vous dit, donnez-moi quelque chose, sinon vous ne partez pas. Bon, moi, je suis dans la voiture, j'étais tétanisé, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Bon, c'est pas moi qui conduisais, mais j'ai dit, il y a des choses comme ça, on vous demande l'argent des gendarmes, des policiers et tout ça, qui vous disent, donnez-moi ce que vous pouvez, sinon Et vous êtes obligé de donner quelque chose, sinon il vous cloue là. Pour une chose imaginaire comme ça.
Il imagine une faute et puis Donc la corruption est généralisée et c'est à tout point de vue chacun qui essaie de vivre, n'est-ce pas, de faire comme il veut. C'est un sauve qui peut, si on regarde bien les choses. Mais on a l'impression que à travers les réseaux sociaux que les habitants de cette zone vivent bien alors que c'est vraiment très faux. Donc honnêtement, on ne peut pas dire par rapport à pour répondre à votre question qu'effectivement il y a un niveau de vie élevé dans la zone CEMAC. Il y a une petite classe moyenne qui commence à se développer, peut-être grâce à la diaspora, n'est-ce pas, qui finance énormément de projets en Afrique, qui, n'est-ce pas, qui ont accès à beaucoup de moyens financiers et qui supportent les populations, qui supportent, je veux dire, leur famille. Donc, ça permet donc que certaines personnes puissent avoir assez de ressources pour pouvoir, n'est-ce pas, se placer un petit peu dans une petite classe moyenne, mais elle est encore très infime. Il y a beaucoup de paupérisation et il y a un petit groupe qui vit de façon ostentatoire. Voilà comment est caractérisée notre région. Et je pense que si on continue dans ce sens, c'est la déperdition totale, n'est-ce pas? Parce que s'il y a une dévaluation, une seconde dévaluation, je ne voudrais pas en parler parce que ça va être catastrophique, honnêtement. Dit comme ça, on a l'impression, docteur Acheleke, que la CEMAC est juste un supermarché à ciel ouvert pour les produits du monde entier. Ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Si vous signez les APE, qu'est-ce que vous espérez quand vous signez les APE? C'est du dumping qui va arriver en Afrique. C'est-à-dire que vous êtes en train de tuer les embryons d'entreprises qui peuvent exister dans les secteurs compétitifs, n'est-ce pas? L'agriculture, n'est-ce pas, les petits commerces, les petites industries. À l'époque, dans les années 80, quand on était encore bien jeune au Cameroun, il y avait beaucoup d'entreprises qui existaient, qui faisaient la fierté du Cameroun. Vous allez au Cameroun, mais c'était la folie. Il y a des activités partout, des affaires partout, ça tournait. Personne ne voulait partir du Cameroun. Hein? Il y avait toutes sortes d'entreprises, toutes sortes d'industries qui fabriquaient et qui vendaient un peu partout à travers le monde. Et on se demande comment, du jour au lendemain, ces entreprises ont disparu. Et bien, c'est les ajustements structurels. Je pense qu'on est déjà peut-être à un 5e ou à un 6e plan d'ajustement structurel depuis qu'on est entré dans cette histoire de FMI. N'est-ce pas? On va d'ajustement en ajustement et c'est interminable. Vous voyez? Donc, lorsqu'on gère mal, les conséquences sont très difficiles, surtout sur la durée. Si c'est les mêmes personnes qui restent au pouvoir pendant 20, 30, 40 ans, comme dans la sous-région CEMAC, c'est pour ça que ça a perdu, parce qu'il n'y a pas de vision différente. N'est-ce pas? Quand il y a un nouveau leader qui arrive, quelle que soit la personne, même si c'est dans votre famille, même si c'est dans la même famille, parce que parfois on dit, bon, les gens ne veulent pas changer de parti, et tout ça, le parti c'est le même, le parti c'est le plus grand, etc. Bref, il y a tout ce qu'on connaît qui se passe dans nos États en termes d'élections, de fraude et tout ça. Mais même si c'est une personne différente qui fait partie d'un même parti politique, au moins lui, il a une autre vision des choses par rapport à celui qui est parti. Les individus sont différents, les visions sont différentes. Et donc, un nouveau leader peut avoir une vision différente qui peut faire changer un certain nombre de choses qui étaient faites par le passé, ou alors que laissait faire l'ancien président. Et donc, ça peut booster un petit peu le moral des investisseurs, des entrepreneurs, de la population, etc., pour que ceux-ci puissent, n'est-ce pas, travailler davantage, sacrifier davantage, mais au moins qu'ils perçoivent les résultats. Parce que le grand problème dans nos États, c'est que vous faites des sacrifices, comme au Cameroun. Les gens ont fait des sacrifices depuis les années 90, n'est-ce pas, 92, je pense même, 92, 93, quand je sortais de l'école normale, à l'époque. Hein, on a coupé nos salaires en deux, à près de 80%. On était supposé gagner 200 000 francs CFA, on gagnait 80 000 francs CFA, n'est-ce pas, après la coupure des salaires. Alors, c'est ce genre de décisions qui favorisent, n'est-ce pas, l'afflux des cerveaux. Et on décrit ça tous les jours au Cameroun. On dit, récemment, il y a plusieurs milliers. Je pense que le GECAM a décrit cela. Mais ce sont ces mauvaises décisions qui tuent la jeunesse, qui empêchent aux gens de savoir où est-ce que leur avenir se situe. Les gens ne peuvent pas se marier parce qu'ils n'ont pas de perspective. Les gens sont obligés de fuir, de traverser la mer pour aller essayer de trouver de quoi manger ailleurs. Parce que dans nos pays, on n'arrive pas à joindre les deux bouts, alors que nos parents ont vécu, n'est-ce pas, une vie heureuse. Nous avons un ministre qui est là. Le ministre est là, il connaît un petit peu comment nos États étaient à l'époque. On vivait une vie pacha, les enfants des parents qui étaient éduqués,
dans mon cas, mon père a fait l'ENAM, par exemple, n'est-ce pas? Et donc, il était bien éduqué, on menait une vie normale, bien et bien. Mais dès que je sors de l'école normale, on me coupe mon salaire de 80%. Bon, comment vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'aime le pays, je veux rester là-bas travailler, mais comment faire? J'ai pas de perspective. Et j'avais 23 ans quand je sortais de l'école. Vous voyez? Donc, ce sont ces mauvaises décisions qui ont des répercussions et qui font qu'effectivement, même sur le plan familial, cela a des répercussions énormes parce que vous avez des familles qui sont disloquées à travers le monde. Et donc, on ne peut pas, c'est difficile de faire des réunions familiales parce que chacun est dans son coin, dans un monde quelque part, avec ses problèmes, ses réalités, qui font qu'effectivement, ils ne peuvent même pas se retrouver au Cameroun en réunion familiale. Il y a problème d'insécurité au Cameroun, il y a problème de ceci et de cela. Donc, vraiment, je ne veux pas dramatiser, mais pour dire qu'effectivement, la paupérisation est une réalité que lorsque vous arrivez au Cameroun, ça vous frappe. Ça vous frappe, vous voyez la paupérisation, la misère, vous dites, c'est pas possible. Vous voyez les gens que vous avez fait l'école avec, lorsqu'ils allaient chez eux, vous les voyez, mais ce n'est pas possible. Ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, tout est dans c'est terrible en tout cas. Donc honnêtement, c'est ça un nouveau leader, nous avons un ministre qui est là sur le plateau, un nouveau leader qui arrive, qui a une vision différente, peut faire changer les choses avec sa perspective. Ça peut pas nécessairement être d'un parti différent, mais même si c'est le même parti, c'est déjà bien, mais un parti d'opposition, c'est encore mieux parce que ils ont des programmes bien élaborés la plupart du temps. Bon, on espère. De toutes les façons, c'est ça le problème de l'Afrique, c'est qu'il faut un renouvellement des dirigeants, de la classe dirigeante, pour que des nouvelles idées soient mises en exécution, soient mises en application pour favoriser, n'est-ce pas, l'éclosion d'une nouvelle classe d'hommes politiques, une nouvelle classe d'hommes d'affaires, une nouvelle classe d'investisseurs, etc., en tenant compte des réalités aujourd'hui. Voilà. Un renouvellement de la classe dirigeante. Monsieur le ministre Clément Mierassa, je reviens vers vous à nouveau. Dans son intervention, le docteur Achille Eka a évoqué justement la disparition des entreprises dans les États africains, notamment pour ce qui est de la zone CEMAC, et il a une chose qu'il a attribué justement aux différentes réformes structurelles liées justement à l'adhésion au FMI par nos différents États. Je voudrais justement, l'on remarque quand même que ces entreprises disparaissent et elles sont quand même remplacées par des hypermarchés, des firmes internationales. Comment comprendre cette multiplication-là? Parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui. Je ne vais peut-être pas les citer, mais on les connaît. Comment expliquer la multiplication de ces hypermarchés des firmes internationales là dans une sous-région qui aujourd'hui est annoncée en faillite? Merci bien pour la question, mais je vais revenir sur un certain nombre d'aspects qui ont été abordés par les docteurs. Je parlerai d'abord de la corruption. Je suis heureux qu'il ait évoqué la corruption au niveau du policier, c'est-à-dire à des petits niveaux. Oui. Et j'ai toujours en souvenir cette déclaration du Premier ministre de Singapour qui a dit que dans un pays, quand vous voulez éradiquer la corruption, il faut vous attaquer au gros. Et le problème de nos pays, quand je parle surtout en me basant sur l'exemple du Congo, nous constatons que non seulement la corruption est tolérée, mais nous constatons qu'on protège les responsables des scandaleux crimes économiques et financiers. Et que pour la plupart, ces responsables, ils ont la manie, puisqu'on a parlé de la consommation, etc., d'être à l'extérieur. Vous suivez les débats sur les biens mal acquis, vous suivez tout un certain nombre de choses. Il y a donc cette orientation vers l'ancienne puissance coloniale qui fait que généralement, on essaye d'avoir un pied-à-terre là-bas pour essayer d'avancer. Donc, c'est pour ça que je dis que lorsque les chefs d'État se réunissent et qu'ils n'abordent pas des problèmes comme celui de la corruption, il y a véritablement un problème. Il a parlé du problème de la répartition des revenus. Dans mon pays, on dit que cette année, la croissance est de 3,3%. L'année prochaine, elle sera de 3,8%. Mais ça signifie quoi? Il n'y a pas d'amélioration des conditions de vie. Au contraire, ça va de pire en pire. Il n'y a pas de création d'emplois. Et les jeunes sont là, très nombreux, sans ouverture, sans possibilité de trouver du travail, etc. Et on arrive à un certain nombre de phénomènes, etc. Maintenant, lorsque vous posez votre question, mais il faut reconnaître, il faut le dire aussi,
mais que la plupart des régimes, des pouvoirs qui sont en place dans notre sous-région bénéficient justement de l'appui, sinon du soutien, mais de ces firmes internationales qui sont installées chez nous. Ils bénéficient du soutien de ces firmes internationales. Et on ne se trompe pas en pensant qu'il y a des accords qui sont passés, peut-être pas de façon officielle, mais pour favoriser cela. Regardez, si vous prenez le problème de l'exploitation forestière, vous prenez cette région de la CEMAC, c'est une région où il y a une forte dominance de la forêt. Est-ce que vous trouvez normal que ce n'est que maintenant qu'on commence à imposer la transformation locale de ces produits? C'est pas normal. Mais lorsqu'on ne l'a pas accepté, ça veut dire que nous favorisions la création des emplois dans d'autres pays au lieu de favoriser dans nos propres pays. Lorsque nous prenons ce qui concerne les accords miniers, ce qui se passe dans nos pays en termes d'exploitation minière, j'ai d'ailleurs suivi une démonstration d'un intellectuel camerounais qui a expliqué comment la Chine, à travers le fer, pouvait réaliser des bénéfices astronomiques au détriment du Cameroun et du Congo si les produits étaient transformés sur notre espace. Donc il y a un problème de définition de politique. Et je suis heureux que celui qui m'a précédé parlait, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, mais il ne faut pas refuser l'alternance démocratique. L'alternance démocratique est un élément suffisamment important pour que nous évoluions dans les politiques. Nous n'en voulons pas. Nous avons mis en place des systèmes qui font que nous avons des hommes providentiels. Mais chaque homme a des limites. La perfection atteint nécessairement une limite. Et lorsqu'on atteint une limite, parce que je rigole souvent avec mes amis, vous croyez que Bill Clinton, s'il y avait la possibilité de faire un troisième mandat, n'aurait pas été élu? Vous pensez que Barack Obama, s'il y avait la possibilité de faire un troisième mandat, n'aurait pas été élu? Mais le principe est là, que quels que soient vos résultats, il y a un temps, et comme il dit, le renouvellement des équipes, le renouvellement des idées, ça permet d'avancer. Moi, je constate en ce qui concerne mon pays, que les choses vont très mal à cause de l'échec des politiques qui ont été mises en place. Que faire? Bon, c'est là tout le dilemme. Maintenant, si on peut agir pour avancer, à mon avis, ça serait une très très bonne chose et je crois qu'on va essayer d'y avancer. Et je crois, quand vous parlez des firmes internationales, tout ça, en ce qui concerne le Congo, on va essayer de voir le problème sous l'angle de l'endettement. De l'endettement qui a placé le Congo pratiquement dans une situation de surendettement. Donc qui a favorisé l'installation d'un certain nombre de firmes internationales, engageant nos ressources internationales, en sacrifiant pratiquement nos générations futures et en faisant que l'avenir soit sombre. Dans un pays où le chômage est endémique, le niveau de pauvreté est très élevé. Tout à l'heure, mon collègue parlait de 31% de la population qui touchait moins de $2. Mais au Congo, on dit qu'il y a pratiquement 70% de la population qui touche moins de $2. Donc, il y a une remise en cause fondamentale qui doit être organisée. Est-ce que les gouvernants, les chefs d'État en ont véritablement conscience? Est-ce qu'ils peuvent y aller? Je crois que dans l'intérêt du pays, il faut que nous y allons. Et il faut qu'on lutte contre l'enrichissement illicite, les vols, les détournements, la concussion, etc. Si on n'y arrive pas, et c'est là où je me pose la question, est-ce que franchement, puisque le collègue l'a abordé, on est peut-être au 5e ou 6e ajustement, est-ce que la vision telle qu'elle est posée maintenant avec le Fonds monétaire est adaptée pour sortir nos pays des difficultés que ces pays connaissent maintenant? Je crois que c'est un axe de réflexion qui fait qu'il faut approfondir sérieusement. Parce que quand je prends le cas du Congo, on a cru qu'en signant le programme avec le Fonds monétaire en janvier 2002, qu'en fin 2024, nous sortirions de la crise, mais je peux vous dire que la situation a complètement empiré en ce qui concerne les conditions de vie des Congolais. Et on se demande si vraiment la solution du FMI est la solution à date. Donc voilà un peu la réaction que j'ai suite à ce que vous avez dit et je souhaite que ça permette d'avoir des axes de réflexion qui permettent à la sous-région d'avancer.
Voilà, vous parlez, monsieur le ministre, justement, de la question de la souscription à ces réformes structurelles du FMI. Revenons un tout petit peu, cher monsieur, aux résolutions, justement, en tout cas, aux différentes mesures qui ont été prises et communiquées à travers, justement, ce communiqué, si vous permettez, bien sûr, la tautologie, ce communiqué final de ce sommet extraordinaire de la CEMAC. La conférence, selon ce communiqué, entre autres, exhorté les États membres à poursuivre une consolidation budgétaire ordonnée et dans le cadre des discussions bilatérales avec les partenaires techniques et financiers, ainsi qu'à produire et diffuser régulièrement les données budgétaires, économiques et financières fiables et complètes pour les besoins de la surveillance multilatérale de la politique monétaire et des politiques sectorielles. Il faut également noter que cette même conférence a réitéré l'engagement des États en faveur de l'indépendance et du renforcement des capacités de la Banque centrale, de la Commission bancaire de l'Afrique centrale et de toutes les autres institutions communautaires. Elle a également appelé invité les États membres et les institutions communautaires à prendre des mesures pour une gestion de l'exposition des banques aux risques souverains conformément aux critères de la surveillance multilatérale. En vue de renforcer la stabilité du cadre macroéconomique de la CEMAC, la conférence a exhorté les partenaires au développement à œuvrer pour la conclusion des revues de leurs accords avec la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, et veiller à un ajustement budgétaire à dimension sociale. Je voudrais, messieurs, qu'on note quand même cela, dimension sociale, à dimension sociale, je disais tantôt, en vue de la consolidation de la croissance économique, de la stabilité monétaire. Les autres États ont conclu dès que possible des programmes formels avec le FMI. Monsieur le ministre, vous évoquez justement ces programmes-là afin de bénéficier de son appui ainsi que de celui des autres partenaires techniques et financiers. On va s'arrêter là pour ces quelques éléments. Il y en a d'autres. Vous avez certainement eu accès également, cher monsieur, à ce communiqué final de ce sommet extraordinaire. Je commence par vous, docteur Achille. Que pensez-vous que les mesures prises par les chefs d'État présents à ce sommet sont suffisantes pour justement endiguer les problèmes auxquels fait face aujourd'hui la sous-région CEMAC? Non, je ne pense pas que le problème se situe au niveau des mesures. N'est-ce pas? Nous sommes, sur ce plan, nous sommes nous connaissons, les lois économiques existent, tout le monde les connaît. Les mesures sont là. On sait que les mesures qu'ils ont prises, n'est-ce pas, que ces chefs d'État ont pris, sont de très bonnes mesures qui peuvent résorber la situation économique et financière. Le problème, c'est l'application. C'est là où se situe le problème. C'est l'implémentation réelle de ces mesures-là. Alors, premièrement, il y a la solidarité régionale, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les chefs d'État ont réaffirmé leur engagement envers une stratégie régionale, n'est-ce pas, coordonnée pour préserver la stabilité financière et renforcer la position extérieure de la CEMAC. Oui. Donc, c'est une mesure de solidarité, n'est-ce pas, qu'ils ont prise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, la mise en œuvre du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, n'est-ce pas, par tous ces États, peut illustrer, n'est-ce pas, cette solidarité, n'est-ce pas, c'est un programme qui a permis, n'est-ce pas, une augmentation, n'est-ce pas, des réserves, n'est-ce pas, de change en 2016, qui était à deux mois et demi, n'est-ce pas, à 4 mois et demi, enfin, aujourd'hui, en 2023, enfin, je dis en 2023, 4 mois et demi en 2023, maintenant, on se rend compte que c'est en train de péricliter en 2024, et on parle d'environ 2 mois et demi environ, n'est-ce pas, en 2024, ce qui est alarmant. Il y a la réglementation et la transparence qui est également réalisable. C'est la solidarité réalisable, la réglementation et la transparence réalisable, c'est-à-dire qu'effectivement les chefs d'État insistent sur l'application stricte, n'est-ce pas, de la réglementation des changes. Alors, notamment en termes de, ce qui concerne le rapatriement des devises par les opérateurs économiques et notamment ceux qui opèrent dans le secteur du pétrole, n'est-ce pas? Et donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les chefs d'État, n'est-ce pas, exigent que les entreprises qui font dans ce secteur-là, le secteur pétrolier, puissent rapatrier leurs fonds.
les fonds qu'ils déposent dans les banques européennes, n'est-ce pas, parce qu'effectivement, ces banques-là rémunèrent des taux d'intérêt plus intéressants pour eux, au lieu de les amener dans la zone CEMAC, où les taux d'intérêt sont pas intéressants pour eux. Donc, il faut les amener avec les incentives, je sais pas comment on dit ça en anglais, en français, les incentives, comment on dit en anglais, c'est-à-dire qu'on quel est le mot qu'on utilise là, M. Mbodo? Incentives. Incentives. C'est-à-dire que les incentiver, je crois, motiver, voilà, on va dire motiver. Ah, ok, pas motivation. Oui, motivation, on va dire motivation, voilà. Donc, oui, il faut motiver ces pays, ces entreprises-là à pouvoir rapatrier leurs fonds. Ils ne sont pas obligés, hein, mais la réglementation quand même leur demande de garder à peu près 70% de ces fonds-là dans la zone CEMAC. Mais vous savez que s'ils refusent, on n'a pas beaucoup de moyens de coercition par rapport à ces entreprises. Voilà, donc il faut les motiver. La Banque mondiale, en fait, les États, les chefs d'État font appel à la Banque mondiale, au FMI pour essayer de les pousser sur cette route-là. Bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça peut marcher? Vraiment, ils n'ont pas le contrôle sur ce plan-là. Il y a le renforcement institutionnel, n'est-ce pas, qui est un autre élément, n'est-ce pas, qui sort de cette réunion. C'est-à-dire que l'indépendance et le renforcement des capacités des institutions de la communauté, notamment la BEAC, etc., la banque, la COBAC, la commission bancaire, n'est-ce pas, de l'Afrique centrale, n'est-ce pas, doivent être réitérés. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient indépendants maintenant. Indépendants par rapport à qui? Parce que on sait même que la BEAC, c'est une succursale du Trésor français. Donc, véritablement, quand on parle d'indépendance, ça, c'est vraiment, ce n'est pas une vraie indépendance comme dans une vraie banque centrale, n'est-ce pas? Parce que la monnaie, c'est fabriquée en France et gérée par la France, n'est-ce pas? Une monnaie qui a été créée par le général de Gaulle en 1945 par un décret. Vous voyez? Et donc, on peut pas dire que c'est une monnaie qui appartient à l'Afrique. Et donc, on n'a pas véritablement une banque centrale. Et donc, on n'a pas véritablement de politique monétaire dans nos États. C'est-à-dire qu'on peut pas faire varier. On peut pas prendre des décisions par rapport à notre monnaie quant à sa dévaluation pour être compétitif, n'est-ce pas, ou alors sa réévaluation pour avoir un peu de protectionnisme par rapport à nos industries, à certaines industries qui sont stratégiques. Donc, on n'est pas capable de pouvoir faire ce jeu-là sur le plan du marché avec notre monnaie. Donc, il y a cela, il y a la stabilité du système bancaire dont ils évoquent, n'est-ce pas? Ils appellent à une gestion prudente, n'est-ce pas, des risques souverains qui sont liés aux banques et à une supervision accrue pour préserver la solidité du système bancaire dans la région. Bon, on verra également sur ce plan parce qu'effectivement, les banques chez nous sont assez liquides, mais le problème c'est qu'elles ne participent pas énormément au développement de nos économies. Donc, n'est-ce pas, elles participent très peu, environ 10 à 15% au maximum au développement de nos États, alors que les besoins de développement de nos États sont énormes, les besoins de financement de nos États sont énormes, et donc comme on n'a pas une monnaie que nous gérons, je suis curieux d'avoir l'avis du ministre par rapport n'est-ce pas, au franc CFA, par rapport n'est-ce pas, aux limites que nous impose le franc CFA sur le plan structurel même d'ailleurs. Et donc je pense que ça nous empêche de pouvoir mener des politiques économiques qui nous permettent de pouvoir financer nos entreprises, financer nos économies à la hauteur des besoins, n'est-ce pas, de nos États. Et donc, vraisemblablement, c'est un sujet sur lequel on va revenir autant de fois que nécessaire parce que le franc CFA est structurellement un problème. Ça favorise énormément le rapatriement des fonds, n'est-ce pas, lorsque les entreprises viennent faire des affaires dans nos États, ils sont en droit de rapatrier les fonds comme ils veulent. Donc, ils ont la libre, n'est-ce pas, ils sont libres de rapatrier les fonds autant qu'ils veulent, ce qui crée donc ces problèmes des devises, n'est-ce pas, que nous avons dans nos États également. Et donc, les chefs d'État proposent que la Banque mondiale, le FMI et les autres pays puissent les aider à pouvoir motiver ces entreprises-là à ramener ces fonds-là, parce qu'ils ne sont pas obligés. Voilà le problème. Ensuite, nous avons les partenaires internationaux, n'est-ce pas, qui sont exhortés à nous aider à pouvoir financer, n'est-ce pas, nos économies en concluant des accords avec certains pays, notamment le Cameroun, le Congo, la République centrafricaine, et également les motifs à pouvoir
avoir aussi des accords avec d'autres pays. Donc, il y a tout un tas, n'est-ce pas, d'arsenal qui est en place. Ces mesures sont bonnes, elles ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais est-ce que ça va être appliqué? Le président Touadéra a dit dans son discours que depuis 2016, où les mesures avaient été, de ce même type avaient été prises, ces mesures n'ont été appliquées qu'à 60%. Vous voyez, depuis 2016, ça fait beaucoup de temps, ça fait 8 ans. Donc, vous voyez, ce sont des mesures qu'il faut appliquer illico presto et qu'il y ait des suivis, n'est-ce pas, des suivis sur le plan, n'est-ce pas, des organes de régulation, sur le plan, enfin, toutes les parties prenantes, n'est-ce pas, à cette stratégie, à ces décisions doivent mener un suivi pour que chacun puisse rendre compte effectivement de comment ça se passe et que chaque État, par rapport à ces difficultés, puisse éventuellement adapter certaines mesures par rapport à leur environnement, mais pour que le résultat final soit le résultat qu'on cherche tous. Est-ce que ça va arriver? J'en doute fort parce que nous connaissons l'action de nos États et puis voilà. Donc vraiment, je peux pas dire que on peut être sûr que ça va se réaliser. Voilà. Monsieur Clément Mirassa, voilà, de très bonnes mesures, des mesures qui peuvent permettre, selon le docteur Achille Eke, de sortir de cette situation critique dans laquelle se retrouve justement la zone CEMAC aujourd'hui. Mais la crainte se retrouve finalement au niveau, selon lui, de l'application. Clairement, on a donc l'impression que ces réformes pourraient ne pas être à la hauteur des défis actuels au vu justement de la lenteur dans l'application ou alors de la non-application, même parfois des mesures qui sont prises dans le cadre justement de la résolution de ce genre de problème, monsieur le ministre. Oui, merci bien pour la question. Mais il a assez bien dit les choses. Non seulement c'est au niveau de l'application, mais il a appuyé cela en disant que le président Touadéra, le président en exercice de la CEMAC, a dit que les mesures envisagées en 2016 n'ont été appliquées qu'à 60%. C'est la même chose que nous observons dans nos États. Et moi, je vais commencer par donner la réponse au débat qu'il a sur le franc CFA. Moi, je dis que ce débat est très intéressant. Mais ce débat est conditionné par un problème essentiel. C'est la gouvernance. Au niveau de la CEMAC, nous avons 4 critères probablement au niveau des 4 critères de convergence. Regardons comment ils sont suivis par les différents États. Que ce soit le premier sur le solde budgétaire de base qui doit être positif, que ce soit celui sur le ratio dette sur PIB qui doit être inférieur ou égal à 70%, l'inflation qui doit être inférieure ou égale à 3% et la non-accumulation des arriérés. On peut, en suivant ça, regarder si nous avons le sérieux. Et si on a ce sérieux, on peut avancer sur les débats sur le franc CFA. Parce que la création de la monnaie dépendra de la capacité que nous aurons à respecter de façon rigoureuse un certain nombre de critères pour que nous défendons cette monnaie. Effectivement, il y a d'autres aspects qui permettent, lorsqu'on a une monnaie, de prendre un certain nombre de mesures indispensables au développement. Et je crois que c'est une chose extrêmement importante. Maintenant, sur l'application, je vais être pratique. Je prends le cas du Congo. Dans tous les programmes que nous avons avec le Fonds monétaire, il y a une mesure, une réforme structurelle qui doit être amorcée. C'est la lutte contre la corruption. Au Congo, les cas, ils sont connus. Des grands crimes et scandales économiques et financiers. Mais le pouvoir ne fait rien. Vous ne pouvez pas, dans le cas du Congo, exécuter soi-disant un programme, un projet de société qui est dénommé « Ensemble poursuivons la marche », c'est-à-dire la marche vers le développement, et dans le même temps, vous n'êtes pas capable de lutter. Révélation selon laquelle 6 Congolais, figurez-vous que depuis 2002, je dis bien, figurez-vous que depuis 2002, je dis bien depuis 2002, du système bancaire et autres, j'insiste sur ce problème. Il faut que les chefs d'État qui envisagent les mesures puissent être en mesure de veiller à leur application et à leur application rigoureuse. Si toutes ces mesures étaient appliquées, on n'aurait pas de problème. Et c'est pour ça que, notamment au niveau de la société civile congolaise, on est en train de se poser la question, est-ce qu'en réalité, les programmes avec le Fonds monétaire, est-ce qu'à travers ces programmes, le Fonds monétaire n'est pas complice de la misère
et de la pauvreté des Congolais, parce qu'il y a un certain nombre de choses. Et comme on le dit souvent, nous sommes parfois au 5e, au 6e plan d'ajustement structurel ou quoi, mais ça donne quoi? Donc, ces programmes, l'application de ces mesures, mais nos gouvernants ne veulent pas les appliquer de façon stricte et rigoureuse. Ils ont des difficultés pour une certaine remise en cause. Et dès lors qu'on a ces difficultés, on plonge l'essentiel. Maintenant que les dirigeants sont convaincus qu'il y a la menace qui pèse sur la dévaluation, qu'il y a des menaces qui pèsent sur, pas seulement le Congo seul, mais sur toute la sous-région, il est de leur responsabilité. Et je souhaite, au lieu qu'ils se voient en 2016 et qu'ils se revoient en 2024, je trouve qu'il y ait des réunions régulières où ils font le point, parce qu'il s'agit non pas du péril de quelqu'un, mais il s'agit d'une sous-région qui est en péril au-delà des pays qui sont déjà en péril, et il faut agir. C'est bien de faire appel à la communauté internationale, mais il faut que nous-mêmes, nous comptons d'abord sur notre propre force. Et je termine en me posant la question. C'est la question qu'il faut poser aux gouvernants. Est-ce qu'ils sont sincèrement favorables à ce que nos pays se développent et aillent vers le progrès? Est-ce qu'ils sont favorables à ce que nous allions à l'amélioration des conditions de vie de nos citoyens? Je crois que c'est des questions essentielles et les dirigeants des pays de la sous-région doivent absolument approfondir la réflexion sur la question et puis avancer. Voilà un peu la réaction que j'ai après tout ce qui a déjà été. Voilà, docteur Achileke, je reviens vers vous. Lorsqu'on vous entend, lorsqu'on entend le ministre Clément Mirassa, il y a un élément qui revient à chaque fois, justement, c'est celui sur le Fonds monétaire international, celui sur la Banque mondiale. On a l'impression que malgré l'accompagnement de ces institutions, malgré les réformes dites structurelles initiées par ces institutions, la situation dans les différents pays qui constituent la zone, du moins les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous. C'est à se demander, et là la question elle est pour vous, docteur Achileke, c'est à se demander, mais pourquoi s'entêter à rester dans ces programmes si clairement ces programmes ne portent pas les fruits, si clairement ces programmes ne contribuent pas à améliorer les conditions de vie des populations de ces pays-là? Non, moi, ce que le ministre a dit tantôt m'a vraiment frappé, est-ce qu'on se demande, est-ce que le FMI n'est pas complice, n'est-ce pas, de ce qui se passe dans nos États? Et je pense que c'est une question très, très stratégique, très importante. Mais la réponse, à mon avis, c'est oui, il est complice. Enfin, il est complice de FMI, la Banque mondiale. Ces pays-là ne sont là que pour protéger leurs intérêts et faire le travail des pays, n'est-ce pas, des pays occidentaux. Il ne faut pas réfléchir midi à 14 heures. Vous voyez, vous ne pouvez pas être malade et le médecin vous prescrit des produits qui vous rendent encore plus malade. Ça n'a pas de sens. Quand le Cameroun allait pour la première fois au Fonds monétaire international, c'était juste pour essayer de sortir d'une situation qui était difficile. On a signé le premier programme et puis voilà. Dès qu'on signe le premier programme, on en sort et quelques temps après, on revient. Ça veut dire que le docteur n'est pas efficace. Vous ne pouvez pas être malade, vous allez chez un médecin, il vous donne des médicaments, vous prenez, vous retombez encore malade. Plus gravement, 6 fois de suite. Chaque fois vous allez chez le même médecin, il vous donne les mêmes produits à une variante près, les mêmes médicaments à une variante près, et vous pouvez continuer à aller. Quelqu'un n'a pas, ça ne fait pas de sens. Vous êtes clairement en train de dire, docteur Achileke, que l'accompagnement des partenaires internationaux tels que le FMI, la Banque mondiale ne sont pas adaptés aux besoins, on va dire ainsi, spécifiques des économies de la sous-région en tout cas. Et ça c'est un euphémisme. Ils ne sont pas adaptés, c'est un euphémisme à mon avis. N'est-ce pas? C'est fait à dessein, c'est stratégique, c'est géopolitique. C'est fait à dessein pour nous maintenir dans la paupérisation, pour que nous puissions avoir des économies de consommation. Que les produits européens, les produits américains, les produits qui sont envoyés chez nous à travers ces différentes facilités commerciales qu'on appelait l'APE, par exemple, mais que nos États soient des endroits où on déverse les produits européens, les produits américains. C'est tout.
nous devons être une société de consommateurs, des gens qui consomment vraiment, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que nous soyons véritablement pauvres, qu'il y ait une certaine classe moyenne qui existe quand même, mais que lorsqu'on arrive à un certain niveau où on devient déjà un peu puissant, eh bien, ils utilisent les mêmes outils. Le marché. Ils vont dans le marché et ils vous changent les prix. Il faut modifier les prix des matières premières, il faut modifier les prix des produits, des denrées de première nécessité, tout ce qui permet à un pays de pouvoir tenir. Ils vous cassent les prix et vous n'avez plus de revenus et puis vous retombez dans la pauvreté. C'est un cycle, c'est stratégique, c'est bien pensé. Il y a beaucoup de professeurs, beaucoup de monde aujourd'hui qui expliquent comment ça se passe. C'est très bien élaboré. Et donc, si nous continuons à être naïfs dans nos États, à penser que non, c'est les coûts du marché, les coûts du pétrole ont changé. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait changer ça? C'est eux. C'est eux. Et l'Afrique, avec toute la jeunesse qu'il y a, c'est un grand continent de consommateurs potentiels pour ces pays-là. C'est ça qui maintient l'Europe et l'Amérique en vie. Parce qu'il faut des gens qui consomment. Il ne faut pas qu'ils produisent au même niveau de production parce qu'à ce moment-là, leurs produits ne seront plus compétitifs puisque nous avons toute la matière première sur place. On n'a pas besoin d'aller acheter le pétrole à quelque part, on n'a pas besoin d'aller acheter, je ne sais pas quoi, X, Y matière première ailleurs. Nous avons tout sur place. Donc si on a une industrie, nos produits seront évidemment de meilleure qualité et très moins chers, ce qui va concurrencer leurs produits. Et donc, le FMI est là, c'est le travail du FMI et de la Banque mondiale de s'assurer que nos États restent toujours dans une situation de malade. On vous donne des médicaments à dose homéopathique, n'est-ce pas, pour vous maintenir là dans un état végétatif. Vous n'êtes pas mort, mais vous n'êtes pas non plus vivant. Vous êtes là dans un état, n'est-ce pas, toujours dans une économie qui ne progresse pas beaucoup. Lorsque vous avez des entreprises qui atteignent un certain niveau, n'est-ce pas, de développement, eh bien, on les casse en refusant de les financer, par exemple. Ça, c'est des choses que nous avons connues au Cameroun, hein, des entreprises qui naissent, on les finance jusqu'à un certain niveau, à un certain seuil, et bien vous allez à la banque vous dit non, je finance plus, je n'ai plus les moyens, je peux plus vous financer. C'est déjà une très grande entreprise. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous menacez les entreprises concurrentes européennes qui fabriquent les mêmes produits et qui déversent en Afrique. N'est-ce pas? Donc, c'est ça, c'est stratégique. Moi, je pense que le ministre a mis le pied là où ça fait mal. C'est ça. Tous ces ajustements structurels, ça fait le 6e qu'on fait en Afrique. On ne voit jamais le bout du tunnel. C'est parce que c'est fait à dessein. Et il faut le dire. C'est fait à dessein. Et donc, dans ce cadre-là, nous, si on ne sort pas du franc CFA, pour avoir une monnaie que nous pouvons gérer. Parce que le franc CFA, c'est une arme, un peu comme le dollar. C'est la même arme que les Français utilisent contre nous. N'est-ce pas? C'est la même chose que les Américains font avec le dollar à travers le monde entier. Voilà, le grand frère, c'est le dollar, et le petit frère, c'est le franc CFA. Ils font tous le même travail, c'est, n'est-ce pas, maintenir nos États, nos économies dans une situation de paupérisation. Maintenant, ajouter à cela la corruption, évidemment, la corruption, il y a toujours deux parties qui font la corruption. Il y a un corrupteur, il y a un corrompu. Alors, on sait que les Européens, ils ne sont pas tant dans la tête de corruption. Donc, ils viennent dans nos États qui sont des États faibles, ils corrompent nos dirigeants, et ils ont n'est-ce pas, des préférences, n'est-ce pas, des préférences, ils ont des situations préférentielles pour leurs entreprises et ils rapatrient leurs fonds chez eux. Pendant ce temps, vous êtes chez vous, vous avez envie de construire une entreprise, de construire une industrie, mais vous arrivez à un moment donné, vous êtes bloqué parce que vous n'avez plus de financement et même parfois on vous interdit de continuer à produire vos produits parce que vous menacez, par exemple, une entreprise stratégique européenne, par exemple. C'est des choses que les entrepreneurs nous disent tout le temps. Vous voyez? Donc, c'est pour dire qu'effectivement, il ne faut pas qu'on se leurre. Les programmes d'ajustement structurel ne nous sortiront jamais de la pauvreté. Ça, c'est un fait. Ces programmes d'ajustement structurel sont faits à dessein. Et ils vont continuer à être plus terrifiants au fur et à mesure qu'on avance. Parce que ces pays européens sont dans des économies qui sont en danger aujourd'hui, sont en très grande difficulté. La dette, n'est-ce pas, la paupérisation, les guerres, tout ce qui se passe en Europe, c'est pas, ça a un impact sur ces gens et ils ont peur. Ce sont des gens qui vivent dans la peur permanente, n'est-ce pas? Et donc, ils ne voudraient pas qu'une situation, une situation avantageuse pour eux disparaisse. Vous voyez ce qui se passe en Afrique avec, n'est-ce pas, les pays qui demandent aux militaires français de dégager, de partir chez eux. Ce n'est pas bien parce que tout le temps ils disent que la France a perdu tel pays, la France a perdu. Mais perdu, ça vous appartient pas. Vous perdez quoi?
Est-ce que l'Afrique vous appartient? Est-ce que le Mali vous appartient? Est-ce que le Tchad vous appartient? On vous demande de partir, vous dites que vous avez perdu. Donc, dans leur entendement, ces pays les appartiennent parce qu'ils se sont divisés le monde, n'est-ce pas? Ils sont divisés le monde en zones d'influence. Et donc, lorsque dans une zone, il y a une réaction qui n'est pas appropriée, eh bien, là, le responsable de cette zone-là a des comptes à rendre aux autres. Et parce qu'il menace, n'est-ce pas, il menace, n'est-ce pas, cette situation peut menacer les autres régions qui sont contrôlées par d'autres pays. Et donc, effectivement, on se retrouve dans une situation où on ne veut pas voir l'Afrique se développer, on ne veut pas voir les pays comme le Mali, etc., prendre des décisions, n'est-ce pas, d'acheter des armes pour se protéger, de faire des choses de façon indépendante. C'est pour ça qu'il y a cette obsession à faire revenir les pays de l'AES dans la CEDEAO. C'est ça l'obsession. Les gens se posent la question, pourquoi? Ils sont partis laisser les noms. C'est parce qu'effectivement, il y a cette obsession qui veut que, n'est-ce pas, la France veut tout faire pour amener les pays de l'AES dans la CEDEAO pour continuer à les contrôler. Ils sont pour le moment sortis et ils sont incontrôlables et ça ne leur fait pas plaisir. Donc, alors tout ceci pour me résumer et dire qu'effectivement, comme le ministre a dit, les chefs d'État doivent se réunir de façon régulière davantage. Au lieu d'attendre 8 ans, je sais qu'ils ont fait une conférence il y a 3 ans, une vidéoconférence, mais il faut qu'ils se réunissent de façon régulière pour surveiller si l'application des mesures qu'ils ont prises est effective et voir comment est-ce qu'ils peuvent faire les ajustements en cours, n'est-ce pas, d'application pour satisfaire aux différenciations qui peuvent exister dans la région, dans les différents États, aux conditions économiques dans les différents États. Et donc, voilà, donc, et assurer donc un suivi de façon que, n'est-ce pas, les situations, la situation actuelle ne se répète plus. Parce qu'on est à 2,3%, n'est-ce pas, de couverture, n'est-ce pas, d'importation avec, en termes n'est-ce pas, de devises qu'il y a n'est-ce pas, dans les comptes aujourd'hui. Ce qui fait que c'est un gros problème qui peut donc créer une dévaluation, n'est-ce pas, à plus ou moins court terme. Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à votre question, Monsieur Ombodo. Voilà. Oui, mais docteur Achille, est-ce qu'il n'existe pas des moyens de s'assurer que ces ajustements budgétaires promus par le FMI, la Banque mondiale, prennent réellement en compte les dimensions sociales et les priorités locales? Parce qu'il faut tout de même pas oublier que dans les mesures qui ont été préconisées par les chefs d'État, il y a justement que certains États membres puissent rapidement conclure des programmes avec justement ces partenaires techniques et financiers internationaux là pour justement accroître en tout cas le développement sur le plan social et sur le plan local. Mais depuis quand le FMI se soucie du plan social, c'est pas, ils sont pas une ONG, ils sont là pour faire du business. Ils s'en foutent, c'est votre responsabilité le plan social, c'est vous qui devez trouver les moyens de calmer vos populations, que ce soit en les matraquant, en les martyrisant, n'est-ce pas, c'est votre responsabilité, il ne peut pas être en train de, c'est pas leur responsabilité ça, ils vous donnent des programmes plaqués, des programmes, n'est-ce pas, qui sont établis, et, n'est-ce pas, qui sont un petit peu passe-partout. On peut changer simplement le nom du pays ici et là, c'est tout, mais c'est les mêmes programmes qu'ils appliquent partout. Ce qui fait qu'effectivement, le côté social, ça c'est votre responsabilité. C'est vous qui allez gérer ça. Donc, quand les chefs d'État disent ça, c'est le côté émotionnel n'est-ce pas, de nos États, de l'Afrique. Non, ces organisations sont des organisations froides. Elles ne sont pas là pour faire dans le social. Elles sont dans n'est-ce pas, elles sont dans la géopolitique, la géostratégie, et puis faire du dollar. N'est-ce pas? C'est ça que nous devons comprendre. Et tant qu'on a des dirigeants qui continuent à penser avec le cœur, ces gens, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas là pour avoir pitié de vous. Non. Ça, c'est le capitalisme américain brutal. N'est-ce pas? Je vis aux États-Unis. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de côté social aux États-Unis. Hein. Tout ce qui vit, si on vous dit, on n'a pas l'assurance maladie, toutes ces choses-là qu'on voit en France, ça n'existe pas ici. N'est-ce pas? Vous êtes malade ici, vous êtes à l'hôpital, on vous charge $1,500, vous payez, c'est tout. Il n'y a pas de... Donc c'est tant de choses pour vous dire qu'effectivement, si on continue à penser qu'ils ont un côté social et qu'ils vont avoir pitié de nous, voilà, les populations ne mangent pas, les populations sont pauvres, il y a trop de pauvreté. Et non, ça ne les intéresse pas. Ils ont des chiffres, ils ont des données qui vous imposent, n'est-ce pas, d'implémenter. Et si vous ne le faites pas, ils ne décaissent pas l'argent. C'est ça. Vous avez besoin de leur argent et ils vous disent faites ceci, sinon vous n'avez rien. Ils ont décimé notre tissu économique.
décimé notre tissu industriel particulièrement au Cameroun. Ils ont décimé le tissu social dans nos États. Ils ont apporté n'est-ce pas, de l'infamie dans nos sociétés avec toutes ces histoires de LGBT, machin, tout. Et c'est ça. Tout ceci c'est design. It's all designed to keep us poor, pour nous garder comme pays véritablement pauvres. C'est stratégique, tout ça est bien pensé. Vous voyez, c'est ça l'Occident. Ils réfléchissent 10, 15, 20 ans par rapport à nous. Nous, on est encore là en train de parler de 2024 alors qu'ils sont déjà en 2035, 2050. N'est-ce pas? Les actions qui vont se réaliser en 2050 se pensent aujourd'hui. C'est comme ça que les Occidentaux fonctionnent. Parce qu'ils ont des clubs, n'est-ce pas, des think tanks qui réfléchissent sur le long terme et qui mettent en place, n'est-ce pas, des stratégies. Ce qui se passe en Ukraine a été pensé, tout le monde le sait, des années auparavant, n'est-ce pas? Il suffit de lire les livres, tout le monde ils ont les stratégies qui ont été mises en place par certains leaders, n'est-ce pas, aux États-Unis, leaders économiques, leaders politiques, etc. Non, tout ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui a été pensé il y a 20, 30 ans. C'est comme ça que les Occidentaux fonctionnent. Donc nous, on doit réfléchir, on doit fonctionner pareillement. Il faut des think tanks en Afrique pour se dire comment est-ce qu'on sort dans 15 ans, n'est-ce pas, de ce marasme. C'est ça le problème. D'accord. La technique qui nous signale la présence de François Binet. François Binet, vous êtes journaliste gabonais. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous et merci de me recevoir. Voilà, alors nous parlons de la CEMAC, nous parlons de ce sommet qui a eu lieu à Yaoundé, de ce sommet extraordinaire et justement de ce que l'on doit attendre, des mesures qui ont été prises. Est-ce qu'avec ces mesures, la CEMAC sera justement capable même d'éviter une dévaluation du franc CFA avant, et bien sûr, je vais rester immédiatement avec vous, François Binet, dans les mesures qui ont été annoncé par la conférence justement des chefs d'État. Elle s'est félicitée entre autres de la reconstitution des ressources de l'IDA 21. Il y a quand même une question qui se pose. Est-ce que les efforts de reconstitution des ressources de l'IDA 21, on a parlé quand même de 100 milliards de dollars. Est-ce que c'est la reconstitution de ces ressources sont suffisantes pour combler le déficit infrastructurel dans la sous-région, François Binet? Merci pour votre question. Moi, j'ai eu ce document hier en soirée, je l'ai lu. Je ne sais pas si je suis entendu parce que je vois qu'il y a quelques soucis. C'est vrai que... je ne sais pas si je suis entendu. C'est vrai que ça s'entrecoupe un tout petit peu. Je pense que c'est peut-être la connexion à votre niveau qui n'est pas très stable. Il serait peut-être mieux de vous déplacer un peu. Oui, peut-être. Est-ce que là, je suis entendu? Non, ça va? Là, ça va, je crois. D'accord. Donc, je disais que j'ai pris le soin de parcourir ce rapport hier en soirée. La première observation que j'ai faite, c'est que c'est un rapport qui est très politique et qui est très. Je ne l'ai pas trouvé. En fait, je n'ai pas trouvé conséquent. C'est-à-dire que les solutions que j'ai lues, tous les articles, toutes les décisions qui ont été prises, en réalité, je recherchais quelque chose de concret qui, moi, me rassurerait que, au regard de la situation du pays, de nos pays, en fait, j'étais à la recherche jusqu'à ce matin de trouver un point qui, moi, me dirait qu'il y a de l'espoir à trouver des solutions quant à ce qui se suit à Yaoundé. Donc, pour moi, c'est pour ça que je suivais tout à l'heure M. Achille, que j'acquiesçais religieusement, parce qu'en réalité, tout ce que nous vivons, tant que nous n'aurons pas, on va spéculer sur tous les sujets, on va débattre sur tous les sujets. Moi, je reste persuadé. Tant que nos chefs d'État n'auront pas compris qu'il faut se prendre en main après 60 ans, un peu plus de 60 ans d'indépendance, tant que nous-mêmes, on peut dire les Américains, les Européens auront réfléchi sur un système, eux, comme l'a dit M. Achille, eux, ils ne sont pas là pour le social, ils ne sont pas là pour nos beaux yeux, ils ne sont pas là pour notre amitié, ils sont là pour du business, et du business de forme capitaliste. Donc, ils sont là pour pour prendre le maximum de ce qu'on a, pour pouvoir davantage nous embrigader. Moi, honnêtement, je vais vous dire clairement, j'ai rigolé, j'ai envoyé ce rapport à certains de mes amis ici.
pour dire est-ce que nous qui avions les yeux sur Yaoundé, est-ce que vous avez espoir de quelque chose quand vous voyez ce document? Il n'y a aucun espoir. Il n'y a aucun espoir, il n'y a pas de solution concrètement. Nous avons travaillé sur la loi de finances. Déjà la loi de finances du Gabon. Nous on proposait déjà depuis vendredi sur la loi de finances du Gabon, qui a été déjà, c'est une loi qui a été modifiée, et tout récemment qui est passée à l'Assemblée nationale. Nous l'avons travaillé encore vendredi. On a demandé à ce que cette loi soit retouchée parce que les conditions aujourd'hui ne permettront pas au gouvernement, par exemple gabonais, d'aller à fond sur le financement des projets que je vois à l'intérieur, sur un certain nombre de choses. Parce que quand vous regardez la loi de finances du Gabon de 2025, c'est encore le pétrole qui a ça. On compte sur les recettes pétrolières. Mais on compte sur les recettes pétrolières. On a essayé, j'ai vu, ils ont fait un effort de vouloir rechercher d'autres niches de recettes en diversifiant les produits. Mais en réalité, ça ne pourra pas marcher. Parce qu'on reviendra toujours sur la rente pétrolière. Et moi, je considère que le Cameroun, j'y ai vécu 4 ans, je suis rentré seulement en décembre, mais le Cameroun a une longueur d'avance. C'est vrai qu'on décrit encore, mais moi je pense que le Cameroun, si les autorités camerounaises pouvaient continuer l'élan qu'ils ont amorcé depuis des années, notamment sur le plan de l'agriculture, vous remarquerez que le Cameroun, sauf erreur de ma part, atteint le taux de suffisance alimentaire. Pourquoi tous les pays, par exemple de la CEMAC, ne prendraient même pas la moitié de cette politique pour essayer de ne pas tout dépendre que de l'extérieur? Pourquoi nos poulets? Vous remarquerez ici au Gabon, je vous dis, c'est 90% de tout ce que nous consommons est importé. Encore que si c'était là au Cameroun, oui, si tout était importé par exemple là au Cameroun, c'est beaucoup plus facile parce que entre le Cameroun et au Gabon, c'est pour les poids lourds, c'est à peu près 24 heures. Donc ça reviendrait moins cher. Pourquoi tout le temps nos poulets viennent du Brésil? Tout ce que nous consommons. Vous allez revenir, si vous venez au Gabon, vous allez constater que les grandes surfaces sont en construction énorme. C'est pour apporter quels aliments qui vont arriver dans ces grandes surfaces? Ça va être toujours les importations. Donc, tant qu'on ne consommera que de l'importation, notre monnaie, ça rime à l'euro. Et nous savons le problème que l'euro nous apporte en termes de CFA. Tant qu'on aura ce sont eux qui définiront le taux d'échange, ce sont eux qui définiront la valeur de notre monnaie, on ne s'en sortira pas. Il faut que nos économistes, il faut que nos autorités comprennent qu'il y ait déjà des commissions. N'ayons pas peur des choses, il faut qu'on réfléchisse sur les moyens de sortie. Les moyens de sortie de cette fameuse monnaie. Cette fameuse monnaie est une monnaie d'esclavage, c'est une monnaie j'ai envie de dire, qui permet de détruire. Exactement. Donc, il faut qu'on ait des autorités qui, désormais, prennent courage. Je pense, quand je passe au président de la République, Paul Biya, il n'a plus l'âge d'avoir peur à ces Occidentaux-là. Il a tout vu de sa vie. Il a tout vu. Il a déjà traversé toutes les générations. Moi, je pense qu'il devait être lui, et le président de la Guinée équatoriale, devraient être des leaders dans le désir de sortir de cette monnaie-là. Sinon, comme beaucoup le disent ici, on ne s'en sortira pas. Moi, je suis allé, pour terminer, pour sortir de là, j'ai assisté à une réunion du FMI en 2018. On parlait déjà des questions de récession au niveau du Gabon et qu'il fallait trouver des moyens pour sortir de là, et on recherchait les niches de financement de cette dette en passant par de nouvelles assiettes de recettes fiscales. Je dis, mais vous allez étrangler les gens. Moi, je suis sorti de cette réunion, je n'avais même pas terminé. Parce que je dis, le FMI, le représentant FMI Afrique, était là. Et donc, la solution, c'était d'augmenter les recettes fiscales. En réalité, quand on dit augmenter les recettes fiscales, qui va subir cette assiette fiscale? C'est tout simplement le plus faible. C'est le peuple. Voilà, on réduit la puissance des ménages, on réduit leur capacité de se prendre financièrement en charge pour ensuite, pendant ce temps, beaucoup font des voyages et des missions parfois qui ne nous rapportent rien. Il y en a qui inventent des missions et qui reviennent sans rapport. Et il y en a qui, pour une mission qui concerne un ministère, vous allez retrouver tous les ministères dans cette mission et
et vous revenez, vous n'avez pas les résultats escomptés. Donc, qu'est-ce qu'on veut vraiment pour sortir nos pays? Vraiment, je vous dis, ce rapport-là, pour moi, il ne m'a rien apporté. Je l'ai scruté samedi au soir, dimanche au soir. Je l'ai scruté lundi matin. Je cherchais un peu d'espoir sur les lignes de toutes les résolutions-là. Je vous dis de vous à moi, je ne crois pas à cette résolution. Je crois tout simplement qu'il faut que les chefs de l'État reprennent à main leur État. Le FMI, la Banque mondiale, ce sont des outils, des armes utilisées contre les pays du tiers-monde, utilisées contre nos pays. Et tant qu'on n'aura pas combattu ces institutions-là, tant qu'on n'aura pas des hommes et des femmes aimant leur continent, aimant leur pays, qui sont capables de se dire, après plus de 60 ans d'indépendance, levons-nous, prenons nos nations à main, trouvons d'autres voies et moyens, nous avons des ressources nécessaires. Nous avons des pays qui sont capables de nous être des leitmotifs pour l'élevage. Nous avons des pays, même dans notre sous-région, qui peuvent être des leitmotifs pour les autres nations tirées vers le haut. Il suffit seulement d'être ensemble. Mais vous voyez, c'est la raison d'ailleurs qu'il nous divise. C'est la raison lorsque un État essaye de vouloir se prendre en charge, il se rabatte vers un autre pour que ce soit leur chouchou et contre l'autre pays. Et finalement, on ne s'entendra pas. Donc pour moi, je pense que on a des solutions, mais les solutions sont locales, ne viendront pas de l'extérieur. Lorsqu'on vous entend, François Binet, on a l'impression que pour vous, malgré ce sommet à Yaoundé, le risque de dévaluation reste grand, sinon cela reste même inévitable. Pour moi, c'est inévitable. Si ce sont ces résolutions-là qui vont être gardées, si ce sont ces résolutions que j'ai lues, on n'a pas trouvé de solution. Ça veut dire qu'on est en train d'aller vers une nouvelle dévaluation. Mais si, entre-temps, une fois rentrés chez eux, ils se rendent compte qu'en réalité, il faut trouver d'autres solutions, peut-être qu'en réfléchissant, nous, on a essayé de retravailler, on a anticipé en étudiant la question, on a donné des pistes de solutions avant que le président de la République, par exemple gabonaise, ne s'y rende. C'est pour ça qu'on était très attentifs. On était très attentifs pour ce sommet-là, mais je vous dis, malgré ces résolutions-là, s'il n'y a pas d'autres mécanismes que les États de la CEMAC mettent en place pour se dire oui, on est allé au sommet, oui, on a fait du politiquement correct parce qu'il y avait la France qui était dans la salle, parce qu'il y avait le FMI et la Banque mondiale qui étaient dans la salle, on a fait du politiquement correct. S'ils ne prennent pas conscience que réfléchissons nous-mêmes, allons-y vers des solutions pérennes, des solutions qui nous aideront à sortir progressivement vers cette emprise du FMI et de la Banque mondiale. Moi, je veux vous dire ici, c'est pas du pessimisme, hein, mais pour moi, c'est du réalisme. C'est-à-dire que ce que nous vivons aujourd'hui ne va pas se résoudre sur les points de résolution que j'ai vus ici. Quels seraient, selon vous, François Binet, les autres mécanismes qui pourraient justement permettre d'éviter cette dévaluation de la monnaie de la sous-région CEMAC? C'est vrai qu'en situation de crise annoncée ou de récession, parfois, il y a une expression qui revient régulièrement, mais qui n'est jamais appliquée. On dit la réduction du train de vie de l'État. Parce que on ne va pas chercher à aller affaiblir le plus faible, alors que le plus fort continue à maintenir son rythme de vie. Donc, pour moi, il faut déjà avoir une transparence dans la gestion. Il faut être capable de pouvoir taper du poing sur la table quand vous avez un directeur général. Quand vous avez un directeur général qui est capable de détourner 700 millions en moins d'un mois et qu'il l'ait laissé comme ça parce qu'il aurait des relations, qu'il serait ami de tel ou ami de tel. Donc il faut une bonne gouvernance déjà. Il faut qu'on s'approprie la bonne gouvernance. Il faut qu'on apprenne désormais à venir aux fondamentaux de la gouvernance. Il faut que les gens soient capables déjà de se dire ce que nous gérons, on appelle ça deniers publics. Ça veut dire que ça ne nous appartient pas, ça appartient à toute la nation. On commence par les petites choses. Ensuite, il faut diversifier l'économie. Au Gabon, je prends le Gabon par exemple, que je maîtrise le mieux. On ne peut pas indéfiniment
on ne peut pas indéfiniment compter que sur les recettes pétrolières. Non. Après 60 ans, moi je pense qu'on est en train de s'engouffrer parce que le dollar, que ce soit le dollar ou l'euro, tous les prix ne sont pas définis par le Gabon. C'est de l'extérieur. Parce que ça fluctue. Aujourd'hui, le dollar peut baisser, vos recettes baissent. Demain, si le dollar augmente et vous n'êtes pas les seuls qui vendez le pétrole, il faut se faufiler. Donc, moi je pense qu'il faut diversifier son économie, revenir à nos propres valeurs. Il faut qu'on reparte. Nous, on a proposé, par exemple, ici, partir à l'agriculture, par exemple. Si on met toute infrastructure et qu'on encourage l'agriculture, qu'on mette les moyens pour accompagner véritablement l'agriculture, les gens vont commencer à se tourner de ce côté et consommer local. Si on arrive à consommer local, on commence à diminuer un certain nombre de choses. Mais si on reste là en se disant on va dépendre tout le temps de l'extérieur, tout ce que nous consommons vient de l'extérieur, moi je pense qu'on n'aura pas trouvé la solution. La solution, c'est déjà de la bonne gouvernance. 1, 2, développer d'autres secteurs. D'autres secteurs, on aurait dû le faire il y a très longtemps. Pour le Gabon, par exemple, pour développer l'agriculture. Moi, je reste là-dessus parce que je sais que au bout d'un temps, si vous arrivez à développer cela, vous allez constater que il ne vous sera plus, vous ne serez plus obligé d'importer, par exemple. Et l'élevage ici, en train de prendre un tout petit peu de forme. Moi, je suis allé dans une ferme samedi. J'ai mangé du poulet frais il y a 2 jours. Ce qui n'est pas possible au Gabon, quand vous n'avez pas un peu de moyens, vous allez dans une ferme acheter un poulet, vous êtes obligé d'aller aux grandes surfaces. Les grandes surfaces, les conditions d'importation et de conservation parfois créent beaucoup de maladies chez nous. Donc oui, il faut qu'on commence à réfléchir localement, à réfléchir sur d'autres moyens, d'autres pistes. Nous avons d'autres minerais, par exemple ici au Gabon, qui ne sont pas déclarés, ni déclarés dans les lois de finances, ni déclarés comme étant produits pouvant faire partie des recettes du budget et de l'État. Donc c'est réfléchir sur ce moyen-là, prendre du temps pour comprendre pourquoi on reste toujours à dépendre de l'extérieur. Pour nous, il faut revenir à nos valeurs, il faut revenir à la consommation locale et trouver des mécanismes pour le faire. Moi, j'apprécie beaucoup le Cameroun. Hein. C'est vrai que les Camerounais, beaucoup disent que ce n'est pas encore ça, mais quand vous êtes dans ma position et que vous allez dans un pays comme le Cameroun où j'y ai vécu pendant 4 ans et j'ai vu quand même certaines avancées, je me dis, si nous on avait pris au moins même 10 à 15% de ce qui est déjà fait au Cameroun, je pense que on commencerait à réfléchir sur pas mal de choses. Quand vous regardez tous les pays endettés, le Cameroun n'est pas aussi grave comme on l'a vu au Congo, par exemple, où le Congo a atteint quasiment le plafond. Donc nous, les prévisions qui nous sont faites, c'est des prévisions qui nous envoient déjà pas très loin de 100%. C'est-à-dire qu'entre 2025 et 2026, nos projections nous envoient vers du 100%. Donc c'est dire qu'il faut revenir à la terre, il faut laisser tout ce qui est exportation et importation pour pouvoir se lancer vers ce qui est local. D'accord. Clément Mirassa, monsieur le ministre, je reviens à présent vers vous. Clairement, on se demande, est-ce qu'une mobilisation renforcée, on sort comme ça, pas à pas de cette production de face à l'actualité, est-ce qu'une mobilisation renforcée des partenaires est suffisante pour transformer structurellement les économies de la zone CEMAC? On a l'impression en tout cas que ce n'est pas le cas. Non, je crois qu'il faut d'abord compter sur ses propres forces. Et il faut faire agir la solidarité au niveau de la CEMAC. Je crois que nous avons la force, nous avons l'intelligence, nous avons la force, nous avons des instruments. Nous avons la commission de la CEMAC, nous avons un parlement et il est souhaitable, et je souhaite que lorsqu'on a un sommet comme celui qui vient de se tenir, que les débats que nous avons soient organisés au plan de la société, que la population se rende compte de ce qu'on a arrêté, etc. Mon collègue du Gabon a parlé tout à l'heure de l'endettement. Mais c'est un cas spécifique pour le Congo.
Vous savez que depuis de nombreuses années, le Congo était dans le cercle de l'endettement. Il ne s'en sortait pas. Il a réussi, grâce à la communauté financière internationale, à être considéré comme un pays pauvre très endetté. Et il a atteint le point d'achèvement en 2010. Sa dette avait été réduite pratiquement à 20-25% du PIB. Ça veut dire qu'en termes de chiffres, notre dette était au niveau de 1565 milliards de francs CFA. En 2015, elle est passée à 3036 milliards de francs CFA. En 2020, elle est passée à 6596 milliards de francs CFA. Et en 2023, elle est passée à 8497 milliards de francs CFA. Je dis que c'est un manque de volonté au plan politique. D'autant que lorsque on observait cette croissance de la dette, mais nous avons des budgets qui dégageaient des excédents. Et c'est un problème qui n'a jamais été pratiquement réglé. Le collègue gabonais a parlé par exemple de la réduction du train de vie de l'État. Mais quand on regarde un pays comme le Congo, il faut signaler qu'il y a une mauvaise répartition de la richesse nationale. C'est pratiquement 5% de la population, une petite minorité, qui s'accapare de 90% de la richesse nationale. Et lorsqu'on est en difficulté comme maintenant, les gouvernants refusent d'aller à la réduction du train de vie de l'État. Je vous donne un exemple qui va peut-être choquer certains d'entre nous. Nous revenons assez souvent là-dessus au plan intérieur. Le Premier ministre congolais gagne 25 millions de francs CFA par mois. Et nous avons traduit ça en jours, ça fait pratiquement 833 000 francs CFA par jour. Le SMIC, tel que projeté, est à 70 400 francs. Ça veut dire que celui qui a le SMIC gagne par jour 2350 francs. Vous voyez l'écart, vous voyez la différence. Il n'y a pas de solidarité. Et quand vous demandez aux gouvernants de réduire le train de vie de l'État, parce qu'on trouve anormal que le Premier ministre congolais gagne plus que le président américain. On trouve anormal, d'après les informations qu'on a, que le président chinois gagne à la fin du mois, officiellement, 1 50 000 francs. On trouve anormal que le président Poutine gagne à la fin du mois 7 millions de francs CFA. On trouve anormal que le Premier ministre indien gagne à la fin du mois 1 450 000 francs. Donc, quand on arrive à ces niveaux, et lorsqu'on nous dit, par exemple, que sur les 6 revues que nous avons dans le programme avec le Fonds monétaire, 5 sont déjà déclarées satisfaisantes, et qu'au même moment, la situation des Congolais empire, on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et je crois que ce qui vient d'être dit, et c'est vers là que je vais m'acheminer vers la conclusion, il faut que les chefs d'État africains, notamment ceux de la CEMAC, aient le courage et la volonté politique de travailler pour favoriser l'intérêt général et abandonner les intérêts égoïstes et particuliers. Nous avons les moyens, nous avons les richesses. Il n'est pas normal que nous soyons dans la situation que nous connaissons actuellement. Et ça, nous avons les moyens pour avancer. Donc je suis heureux qu'avec les collègues, la démarche ou la conclusion, elle semble très claire. Et je vous dis que dans le cas du Congo, le gouvernement croyait qu'à la fin de l'année 2024, on sortirait de la crise économique, financière et sociale, mais je peux vous dire que la situation est véritablement catastrophique. Il y a même un député qui a fait une conférence de presse pour dire que le pays était en ruine. Donc, il faut une remise en cause fondamentale en favorisant les intérêts de chacun de nos pays et les intérêts de la sous-région. Mais nous en sommes capables. Et je pense que nous pouvons avancer dans ce sens. Voilà ce que j'avais. Très rapidement, Clément Mirassa, avant de passer, de clore cette émission, cette édition justement avec le docteur Achille Eke, vous parlez d'endettement. Il faut noter quand même que l'une des mesures prises par justement la conférence des chefs d'État, c'est une politique d'endettement prudente qui, entre autres, sera prônée. Est-ce que selon vous, elle est réaliste quand on sait les besoins croissants en termes de financement pour les infrastructures et la croissance? Non, je crois, elle peut être réaliste. Mais il faut que les gouvernants observent la discipline. Parce que lorsqu'on prend les critères de convergence, les dirigeants savent que le critère au niveau de l'endettement,
doit être la dette sur le PIB, ça doit être inférieur ou égal à 70%. Lorsqu'on approche les 100%, comme le Congo aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a une indiscipline caractérisée et cette indiscipline ne favorise ni les intérêts du Congo, ni les intérêts de la sous-région. Et je crois que nous devons interpeller parce qu'au Congo, le problème, c'est quoi? Curieusement, cet endettement a cru de façon terrible au moment où nos budgets dégageaient des excédents budgétaires. Et aucune responsabilité n'a jamais été établie. Ce que nous trouvons complètement d'anormal. Et nous disons, pour votre information, il y a par exemple les surcoûts lors des projets. Je vous en donne un ou deux exemples. L'université Denis Sassou Nguesso, construite au Congo à Brazzaville, avait un coût estimatif de 241 milliards de francs CFA. Et les Congolais ont été surpris de découvrir quelques années plus tard que la deuxième université de Dakar, qui est presque aussi grande, sinon un peu plus grande que l'université de Brazzaville, n'a coûté qu'entre 60 et 65 milliards. Ça veut dire qu'on utilise des procédés comme ça pour enrichir, pour aller vers de l'enrichissement illicite. Et si les gouvernants ne prennent pas la responsabilité d'arrêter ça, mais je vous assure que nous allons toujours couler vers la catastrophe. Et ce n'est pas l'appel qu'ils font au Fonds monétaire ou à la Banque mondiale qui va nous sortir de la situation que nous connaissons. Voilà ce que j'allais dire à ce niveau. Et il est bon que les conclusions, par exemple, du sommet de Yaoundé soient vulgarisées, qu'il y ait des débats au niveau des différents pays pour que l'on apprécie et que chacun prenne sa responsabilité pour ce qu'il devait faire. Faites en sorte au moins que les mesures prises soient intégralement et totalement appliquées. C'est anormal de constater qu'à ce niveau, on prend des mesures et qu'après qu'on dise qu'il y a 60%. Parce qu'on sait que même si elles sont appliquées, nous ne sortirons pas nos pays de la situation qui a été décrite ici. Voilà un peu ce que je voulais. Docteur Achille, et que renforcer les mobilisations, renforcer les partenaires pour transformer structurellement les économies, d'accord, mais clairement, pour sortir de cette émission, on pourrait se dire qu'il est question davantage d'aller vers des réformes internes. Bon, oui, des réformes internes, c'est vrai. Enfin, Monsieur Binet, n'est-ce pas, rejette complètement, n'est-ce pas, ces résolutions. Je dis que certains plan il a raison, mais je pense que le problème, ce n'est pas les résolutions, n'est-ce pas? Il y a les lois économiques. L'économie, c'est une science, et donc on sait que si on pose tel genre d'acte, on a ce genre de réponse. Voilà, donc. Alors, ces mesures ne sont pas mauvaises en tant que telles, c'est l'implémentation, une fois de plus, de ces mesures qui vont être problématiques. Déjà, s'ils peuvent implémenter ceci à 100%, c'est déjà pas mal, mais il y a beaucoup de variables qu'ils ne maîtrisent pas, notamment le rapatriement des devises dans nos États. Ça, c'est un élément qui est important parce que c'est ça qui cause les problèmes, n'est-ce pas, en termes de diminution du niveau d'importation et qui donc peuvent engendrer comment on appelle ça? Des valorisations, qu'est-ce que j'ai dit? Une dévaluation. Une dévaluation. C'est l'anglais qui est dans ma tête, je vous en prie. Une dévaluation du français. Oui. Voilà, donc l'élément majeur, c'est ça, c'est le niveau de réserve par rapport au niveau d'importation de nos États. Donc, pour résorber ce problème, il faut effectivement que les devises restent dans la sous-région, n'est-ce pas? Parce qu'on peut faire des affaires n'importe comment, mais si ces devises-là s'envolent, parce que déjà le franc CFA structurellement permet cela, hein, c'est pour ça qu'on continue à dire que le franc CFA ce n'est pas une bonne monnaie, parce que justement ça nous appauvrit. Les gens viennent, ils font des affaires, mais ils rapatrient tout l'argent chez eux, donc ils n'investissent rien. Rien ne les oblige à n'est-ce pas, à investir, puisque c'est le deal avec le franc CFA. Ils ne sont pas obligés d'investir. Donc maintenant, il faut supplier le FMI, la Banque mondiale. C'est ce que les chefs d'État font, supplier, n'est-ce pas, ces entreprises multinationales-là à garder une partie de leur argent dans la zone CEMAC. Mais ces gens-là, ils ne le veulent pas parce que leur argent produit plus d'intérêt à l'étranger. Vous mettez 1 milliard dans une banque qui vous donne 3%. C'est beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêt. Vous venez à la zone CEMAC, c'est pas la même chose. Les risques sont plus élevés en Afrique qu'un peu partout dans le monde ailleurs. C'est pour ça que plusieurs banques
plusieurs banques françaises sont en train de fermer en Afrique, pas parce qu'elles ne font pas des profits. Hein, elles font bien des profits, mais elles ferment parce qu'elles gagnent mieux ailleurs. Et donc, avec moins de risques. Donc, le risque Afrique est très élevé. Moi qui suis banquier, je connais de quoi je parle. Donc, le risque Afrique est très élevé. Et donc, ce qui fait qu'effectivement, les gens n'aiment pas, les gens préfèrent garder leur devise, leur revenu, leur argent dans les banques qui leur permet de pouvoir fructifier cela de manière plus avantageuse. Alors, et puis il y a le ministre Mirassa qui a dit également qu'effectivement il faut un travail, n'est-ce pas, une solidarité entre nos États. Il faut que les États ont les capacités. Nous avons les moyens, c'est ce qu'il a dit en conclusion. Nous avons les moyens de faire ce que nous devons le faire. Mais nous savons que nous avons les moyens. Nous avons les moyens humains, nous avons les moyens technologiques, nous avons les moyens scientifiques, nous avons tout pour réussir. Le problème, c'est la volonté politique de deux. Il y a la corruption qui est ambiante. Ça, c'est des choses qui doivent être résolues. Parce que tant qu'on ne résout pas ces fléaux-là, la corruption avec tous ses corollaires, on ne pourra pas résoudre ces problèmes-là. Parce que lorsque vous avez de l'argent que vous avez mis de côté pour construire une route, cet argent, dès que cet argent arrive dans les coffres d'un partenaire qui doit faire des affaires, qui doit construire cette route, et bien ce partenaire prend sa part. Et ensuite, une autre personne prend sa part, une autre personne prend sa part, etc., etc. À la fin, l'entreprise qui reçoit l'argent reçoit une très infime quantité pour faire, c'est la route pour laquelle, n'est-ce pas, le cahier de charges lui a été présenté. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle bâcle le travail, elle prend sa part et disparaît. On a des stades au Cameroun qui ont été construits, mais qui n'ont jamais été achevés. On a des routes, des autoroutes construites, n'ont jamais été achevées. Et des budgets ne font qu'être déversés dessus au fur et à mesure que les années passent. N'est-ce pas? L'autoroute de Yaoundé, ça fait 20 ans, je ne sais plus combien d'années. Le stade de Yaoundé, Paul Biya, etc. Il y a toutes ces choses-là. Ce sont beaucoup d'éléphants blancs qui ont été, n'est-ce pas, construits, n'est-ce pas, à moitié et qui ne fonctionnent pas. N'est-ce pas, il y a des barrages qu'on construit, mais qui n'arrivent pas à transporter de l'énergie sur Douala. Quels sont ces projets qu'on fait toujours à moitié? N'est-ce pas, le barrage, je veux dire, la raffinerie de pétrole de Douala qui a été brûlée là. C'est une raffinerie qui ne raffine pas le pétrole du Cameroun. Vous êtes Camerounais, vous créez une raffinerie, mais la raffinerie ne raffine pas votre pétrole. C'est quelle raffinerie ça? Maintenant, alors, il y a tellement de choses comme ça qu'on fait parce qu'il n'y a pas de suivi. Les choses sont faites parce que derrière, ce n'est pas véritablement l'amour du pays. On fait ça parce qu'on veut faire, mais après, ça sert, n'est-ce pas, comme moyen de pouvoir détourner de l'argent public. C'est ça, en réalité, pour des intérêts égoïstes. Donc, pour que tout ceci change en quelques années, parce qu'il y a une réunion de la CEMAC, on fait une réunion la semaine le 16 et tout ce que je viens de citer là va disparaître, va changer. Est-ce que c'est possible ça? C'est rêvé. C'est rêvé avec les mêmes dirigeants, les mêmes politiques, la même corruption. Ce qui est vrai, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, ce sont les mêmes dirigeants qui sont là, qui sortent les mêmes solutions qu'ils n'ont jamais appliquées depuis 2016, qui vont reconduire en 2024. Et ils espèrent que ça va changer, alors qu'eux-mêmes ne changent pas. On ne peut pas avoir des résultats différents. Donc, les capacités sont là, nous avons les moyens, mais la volonté n'y est pas. C'est ça que je voulais dire par rapport à ce que le ministre a dit. Et donc, on va simplement vivre dans l'espoir, mais l'espoir n'a jamais rien réalisé en Afrique. Il faut des actions concrètes, il faut du suivi, il faut que les gens aillent en prison, il faut que les gens remboursent l'argent, il faut des actions sérieuses. En Chine, ils en sont arrivés à fusiller. Même le directeur de la Banque centrale a été fusillé en Chine récemment. Vous comprenez? Fusillé, parce qu'il a détourné, enfin, il a fait il a eu de l'argent, de quelques milliards de yuan qu'il a pu accumuler pendant l'exercice de ses fonctions, de façon illégale. Et donc, on l'a mis au poteau, on l'a tiré, on l'a fini. On l'a tué. C'est fini. C'est ça. Ça dit qu'il faut qu'on arrive à des mesures drastiques pour pouvoir résorber cette affaire de corruption-là. Si on ne va pas sur ce terrain-là, on ne va jamais résoudre ce problème. Ce qui fait que la dévaluation est très probable, n'est-ce pas? Parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont satisfaire, qu'ils vont appliquer de façon intégrale ces mesures qu'ils ont mises ici. Et je ne suis pas sûr non plus que, n'est-ce pas, on pourra éviter la dévaluation parce que structurellement, le franc CFA
ne va pas changer, puisqu'elle permet donc cette évasion fiscale, cette évasion des devises. Et donc, cette combinaison de francs CFA avec corruption de nos leaders, de nos États, mon ami, c'est une recette qui va continuer à nous mettre dans ce genre de problèmes, quel que soit ce qu'on fait, parce que structurellement, on ne pourra pas s'en sortir. Donc, je veux bien avoir de l'espoir, mais j'ai bien peur que d'ici 2 ou 3 ans, on revienne encore cette fois pour parler de dévaluation. D'accord, merci docteur Achilleke. Nous allons sortir de cette émission face à l'actualité, mais nous allons rapidement prendre ce téléspectateur fidèle d'Afrique Média, voilà, qui a voulu participer à cette émission. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Vraiment. Oui, bonsoir. Vous m'écoutez? Nous vous écoutons, monsieur Jean, allez-y. Merci beaucoup. Et courage à vous. Vraiment, je félicite vos invités ce soir. Et j'admire leur courage de vérité. Quand nous disons souvent que nous sommes en guerre, voilà la déclaration de guerre qu'il faut lancer à l'Occident qui occupe nos pays. Est-ce que les industries minières, tel que notre frère du Gabon l'a dit, qu'ils ont basé, ils ont encore misé sur le pétrole du Gabon. Est-ce que les Gabonais savent le chiffre d'affaires de cette compagnie dans leur pays et combien qu'ils leur viennent? Et qu'est-ce que ça fait? Ils rapatrient effectivement les biens à l'extérieur. Cette compagnie, rien n'est vrai dans le pays. Voilà la prise de conscience que nous devons pas avoir. Voilà la guerre qu'il faut déclencher à l'Occident dans nos pays. La dévaluation va venir. Vous savez pourquoi? Parce que ces instruments de Banque mondiale, FMI, ça qu'on sort, sont des instruments de manipulation, de corruption. On vous oblige, on les oblige à détourner l'argent. C'est dans ça là que eux aussi, ces responsables, ils profitent pour pouvoir aussi manger, pour pouvoir avoir le part. Pas seulement ça, mais doublement. Ils vous dominent. Et c'est ça. C'est qu'il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage. Il faut avoir l'esprit de sacrifice pour que l'avenir de nos pays devienne meilleur. Pour que nos dirigeants, dans les années à venir, aient la possibilité d'agir. C'est pourquoi nous encourageons l'AES à avancer au large, à s'armer beaucoup. Armez-vous. Nous allons attaquer ces gens-là qui occupent nos pays injustement, qui exploitent nos minières et ils nous terrorisent. Nous allons les attaquer. Ça, il faut déclencher la guerre ouvertement. Alors que les Gabonais, que les pays de l'Afrique centrale aient le courage de s'affirmer au lieu de croire à ces chimères de ces bandits internationaux. Je m'arrête ici, nous sommes en guerre. Que Dieu bénisse, courage à vous. Merci. Merci à vous, monsieur Jean, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous, cher monsieur, d'avoir accepté de nous gratifier de vos analyses pour permettre justement de comprendre ces résolutions prises par la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Merci à vous, docteur Achilleke. Merci également au ministre Clément Mirassa. Merci à Alphonse Ndongo qui a été avec nous au début mais qui n'a pas pu terminer l'émission pour des raisons indépendantes bien sûr de notre volonté. Merci également à vous François Binet qui nous avait rejoint en fin d'émission. Merci chers messieurs d'être passés sur ce plateau. Merci à vous chers téléspectateurs d'avoir suivi cette production de Face à l'actualité de bout en bout. Nos programmes se poursuivent bien sûr sur la télévision panafricaine et à bientôt pour d'autres éditions de Face à l'actualité. Bonsoir.